Però insomma a casa nostra non vogliamo che venga nessuno a silenziare lo stadio o a spegnere lo stadio. On ne veut que personne soit en mesure d'éteindre notre stade. 5048 jours. Après une victoire 3-0 des hommes de Didier Deschamps, l'Olympique de Marseille a enfin de nouveau remporté un match de Ligue 1 à domicile contre le Paris Saint-Germain. Et dit comme ça, c'est à la fois très cool et un peu la honte. Bonjour à tous et bienvenue dans le 3e épisode de Retour du Stade, le podcast sur l'actualité du seul club à avoir battu les nouveaux champions d'Europe dans une compétition officielle. Parce que la Coupe du Monde des clubs, ça n'existe pas tant qu'on ne la joue pas. Et avec moi pour cet épisode, la triplette habituelle, Younes, Marwan et Opti. Comment ça va tout le monde ? Écoute, ça va super, hein. Ça va Ça va super, surtout merveille. après une super intro comme ça qui m'a bien fait rire. Donc bravo à toi, bien écrit. Est-ce C'est qu'on est difficile d'aller tous mieux, remis de nos effectivement. émotions par rapport à lundi soir ? Toujours sur un petit nuage, je dirais toujours sur un petit nuage. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, en tout cas, je suis très très content, encore ce matin. Très content aussi, mais surtout très excité à l'idée du match vendredi à la Méno. Je crois qu'on redescendra pas avant la prochaine défaite de l'OM, hein. Si jamais il y a un jour il y en a une. Il n'y a pas de raison de redescendre avant de ne pas reprendre les 3 points contre je ne sais pas quelle équipe nous fera tomber. Alors attention quand même parce que vendredi, moi perso, je serai à la Méno et ça fait bien longtemps que j'ai pas vu une victoire de l'OM en direct d'un stade. Ouais, c'est Oula. vrai. Donc C'est vrai, c'est vrai. On va t'enfermer peut-être chez toi. que je suis même à 2 doigts d'annuler cet honteux déplacement pour moi. Je ne sais pas, je vais voir. Et voilà, on vous rappelle que vous pouvez de toute façon nous retrouver un peu partout sur les plateformes d'écoute. Je me tourne vers Younes parce que c'est un peu lui notre technicien à ce sujet-là. La grande nouvelle depuis la semaine dernière, c'est la possibilité de nous avoir légèrement décalé, mais de nous avoir sur YouTube. Effectivement, on a réussi à trouver la configuration pour être dispo sur YouTube, donc vous pourrez nous suivre sur YouTube également. La chaîne s'appelle Retour du Stade, et t'aurais pu t'arrêter à technicien tout court d'ailleurs. Non, du tout. Et là, je vais me tourner vers notre CM en chef, ou presque. Marwan, pour le côté X, on n'a pas trouvé de solution avec Elon Musk pour le moment. Pour le Du coup, moment, je crois non. que Il y a... le Ouais. compte secondaire va rester le compte premier, au final. Exactement. Donc on remonte petit à petit la pente, mais c'est vrai que, écoutez, nous, on compte sur vous aussi pour faire le travail de votre côté. Et, rejoignez-nous sur la page, voilà. C'est exactement ça. Il faut nous suivre sur à peu près toutes les plateformes, soit d'écoute, soit X, pour être tenu au courant de toute l'actu du podcast. On prépare d'ailleurs 2-3 petits trucs sur les prochaines semaines. Donc c'est le moment de mettre la cloche un petit peu partout. Messieurs, je crois qu'on va pas trop tarder. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et avant de parler véritablement du match de lundi soir, on est obligé de commencer sur la polémique autour du report et du choix de la date. Alors je sais par exemple que toi, Marwan, tu avais tweeté qu'il y avait peut-être Ouais. une fenêtre où le mardi aurait été une possibilité, où c'était jouable, et je te laisse la parole juste après. Mais quand même, permettez-moi de vous poser la première question. Si on remet un petit peu de contexte, donc le PSG, figure de proue de notre championnat quand même, champion incontesté depuis, ou presque depuis des années, locomotive à l'international, ne souhaitait pas forcément de cette date du lundi soir pour cause de Ballon d'Or et de célébration de leur année dernière exceptionnelle, il faut le dire. Ça, on l'entend. Beaucoup de journalistes et de médias ont d'ailleurs abondé dans ce sens-là, et on parlait de l'intérêt du championnat, de la ligue, du nouveau diffuseur. Alors moi, je vais vous poser la question. Quand on sait que ce PSG draine pas mal de regards sur l'étranger, que par exemple l'an dernier, on avait un homme modeste, Valdemar Kita, qui avait pu assister à la Ligue des Champions grâce au grand cœur de Nasser, qui l'avait gentiment invité en contrepartie d'un report de match arrangeant pour le PSG, pas du tout pour Nantes, mais c'était peut-être un détail, ça avait froissé un petit peu Antoine Comboiré à l'époque. Quand on sait que les droits télé avec Nasser El Raifi et cette double casquette qu'il peut avoir, mais qu'il n'utilise jamais, entre celle du président du Paris Saint-Germain et celle de sa mission pour beIN Sport, quitte à mettre un petit peu de côté les odieux, comment je pourrais les appeler, les odieux, les horribles frondeurs comme Joseph Ougourlian,
qui pensaient qu'on pouvait peut-être créer la chaîne de la Ligue 1 dès l'année dernière. Est-ce que vous comprenez dans tout ça que l'OM ait eu la mesquinerie de refuser de jouer à 15h lundi? C'est un sujet super intéressant parce que bon, tu l'as rappelé un petit peu dans ton propos introductif qu'il y avait eu une sorte de levée de bouclier médiatique. Bon, on rappellera le parisianisme, même pas enfin, d'un point de vue supporterisme, mais ne serait-ce que dans la localisation des grands quotidiens nationaux qui sont quasiment tous à Paris. Ça c'est une première chose et puis sincèrement pour moi il n'y a pas de polémique là-dessus, c'est que tout le monde a gueulé mais finalement il y a simplement des intérêts divergents qui s'affrontent. L'OM qui n'avait pas forcément envie de jouer à 15h et ça se comprend parce que le stade allait sonner creux et puis même c'est pas forcément respectueux pour la ville et puis même je pense que d'un point de vue logistique ça se défend ça se défend pas forcément. Maintenant de l'autre côté côté PSG vouloir assister à la cérémonie d'une Ballon d'Or au terme d'une année historique après tant d'années de disette et d'humiliation en Ligue des Champions, bah ça se comprend aussi quoi. Maintenant, la différence c'est que le règlement était du côté de l'Olympique de Marseille et finalement ça s'est bien ajusté pour que ce soit donc le lendemain à 20h. Donc moi ce qui m'atterre un petit peu c'est la polémique permanente. Il y a un règlement, il y a des intérêts divergents. Qu'est-ce qui fait foi à la fin? Le règlement. Voilà, basta. Et justement, Opti, Younes, je vais vous lancer là-dessus parce que moi j'ai eu la discussion avec des potes supporters du PSG et au-delà de l'ironie de l'intro du sujet, je pense qu'il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Il y a même un vrai sujet Paris Saint-Germain et Ligue 1 qu'on pourra peut-être développer dans des émissions quand on aura un peu plus le temps. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'était de dire, bah, mettez-vous dans la place de l'équipe adverse. C'est-à-dire, ok, vous voulez célébrer le Ballon d'Or, mais je pense que les Parisiens auraient été pas ravis du tout si c'était un Olympien qui était en position de gagner le Ballon d'Or et que l'OM faisait des pieds et des mains pour ne pas jouer le lundi soir parce que ceci, cela, et que le match qui devait se jouer au parc le dimanche se joue au parc finalement le lendemain, etc. Vous, par rapport à ça, moi, je sais que je comprends mes amis parisiens parce que c'est un peu la célébration et comme l'a dit Marwan, il y a un côté peut-être unique. Je leur souhaite pas, mais il y a un côté quand même, c'est la première fois. Ils avaient un arc à terminer, l'arc glorieux à terminer. Est-ce qu'on peut quand même comprendre cette idée qui était quand même plutôt défendue par les supporters que par le club, qui a priori a pas trop... Ils ont fait des propositions un peu indécentes, je trouve, de 15 et 17 heures, mais qui n'a pas plus gueulé que ça au final. Est-ce qu'on peut comprendre que les supporters voulaient avoir leur soirée, leur lundi soir, consacrée juste à eux et qu'il n'y ait rien en face pour que tout le monde soit obligé un peu soit de regarder France 2 ou de regarder l'équipe 21, quoi. Moi, je le comprends totalement de la part du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'ils auraient eu gain de cause sur un match le mardi pour n'importe quelle équipe de Ligue 1. Mais s'il y a bien un seul club en France qui ne peut pas concéder un empan ou quoi que ce soit au Paris Saint-Germain pour je ne sais quelle célébration, c'est l'Olympique de Marseille. C'est le rival historique. C'était même pas envisageable de dire oui, si vous voulez, on joue à 15h, à 17h. Non, non. Le règlement, c'est demain. On va jouer demain à un horaire où le maximum de supporters marseillais pourront venir. On rappelle que cet événement-là, il n'est pas souhaité par l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de supporters venus de partout en France, partout sur la planète, qui n'ont pas pu assister à l'événement à cause de ça. L'OM n'avait aucun intérêt sportif à le faire. En termes d'image, l'OM qui concède quelque chose au Paris Saint-Germain, c'est inenvisageable. Donc non, moi j'espérais des dirigeants qu'ils se battent pour que le match ait lieu le lendemain et fassent appliquer les règlements. Vu la rapidité de la décision post-report de match, on peut penser qu'ils ont fait exactement ce qu'on pouvait attendre de leur part, c'est-à-dire dire non, non, à demain 20h ou 21h, et ils l'ont eu. Donc pour moi, ils ont fait ce qu'il fallait. Ça mettait une pression sur l'équipe, parce que le traitement médiatique, si jamais il y avait une victoire du Paris Saint-Germain, ça allait être l'OM, ils n'ont rien concédé pour en plus perdre. Donc ils ont voulu nous gâcher notre soirée et en plus ils n'ont pas gagné. Sauf qu'on leur a gâché leur soirée, on a gagné. C'est tellement vrai ça. Bonne continuation. Si vous n'êtes pas content, tapez-vous la tête contre un mur. On est l'Olympique de Marseille, on vous aime pas, on vous aimera jamais. Basta. C'est-à-dire on n'est pas Nantes ou l'Olympique Lyonnais, Lens, on n'est pas un petit club de Ligue 1. On est un club, avant qu'il se fasse racheter par une puissance étatique,
c'était nous, c'était notre terrain. Le football français, c'était à nous. Donc, vous êtes boosté par un État, vous nous avez pris un peu de terrain, mais on n'est pas devenu on n'est pas devenu des vassaux. Non, non, on est l'ennemi juré, on le restera. Et pour paraphraser une légende de l'OM, où un grand joueur passé par l'OM, la retourne tournera. De mon côté, j'ai Ouais, pas j'allais forc- dire pour enfin, toi, c'est qu'une question d'image, Younes. Il fallait justement montrer un peu les crocs obligatoirement sur ce genre de dossier. déjà, je trouve que le débat a pris une ampleur qui, à mon sens, n'est pas réellement justifiée. Entre regarder un match de football et regarder une cérémonie qui, pour 90% du temps, consacre des choses dont on s'en fiche un petit peu, je préférais toujours regarder un match de football, qui plus est un classique et la plus grosse affiche de notre championnat. Après, effectivement, d'un point de vue communication, je voyais difficilement l'OM courber les chines. Il y a un règlement qui est clair qui stipule qu'on doit jouer dans les 24 heures. On a appliqué ce règlement et je vois pas dans quelle mesure on aurait pu jouer le mardi, étant donné que Marseille se déplace à vendredi et à l'aube d'une semaine très importante déjà en Ligue des Champions avec la réception de l'Ajax. Donc pour le coup, c'était vraiment un non-sujet et je suis ravi que finalement ça ait Ça aurait pris, été entre guillemets, possible, Younes. Ça aurait été euh, possible. Ça aurait été relou, mais ça aurait été possible. oui, mais en fait, je vois Tu aucune vois? raison pour l'OM d'accepter ça. Je suis Pourquoi tu vas te d'accord, mettre je en suis d'accord. difficulté Je suis d'accord. en sacrifiant 24 heures de récupération supplémentaire à l'aube d'une semaine, comme je le disais, qui est très importante. Enfin, au nom de quoi, en fait, on aurait donné ces 24 heures supplémentaires dont on a légitimement le droit de jouir au PSG. Sachant que, petite info, c'était pourquoi j'avais parlé de mardi sur les réseaux, parce que c'était initialement la proposition qui avait été faite. C'est-à-dire que la Ligue aurait aimé que ce soit le mardi, mais l'OM s'est montré inflexible, donc lundi, quoi. Voilà. Ouais, justement, j'allais te poser la question de ce tweet-là. C'était pas forcément une envie Non. ou pour jauger un peu le regard qu'avaient les gens sur ça. C'était vraiment pour, entre guillemets, pour dire, bah, il y a une vraie possibilité que ce soit Ouais, mardi. exact. Et ça se joue là dans les instances et dans les discussions qui ont été assez rapides, hein. Moi, j'ai été un peu surpris d'ailleurs que bah, déjà, ils ne pouvaient pas se permettre de trop tarder pour dire stop le dimanche. Et je trouve que malgré quelques polémiques qu'on a pu entendre sur le préfet, je trouve que ça a été globalement bien géré, à quelques légèrement tardif, mais pas trop. Et on a vu l'exemple avec le rugby qui a voulu être plus malin et où pour le coup il y a des gens qui ont vraiment été en danger. Alors je comprends, c'est chiant parce que les Parisiens étaient déjà à Marseille, mais à un moment donné, je pense que ils ont aussi tout fait et tout tenté pour que ça se joue le dimanche, ce qui arrangeait tout le monde, hein. Je Le pense seul que truc dans qui les interroge, débats, le seul truc qui interroge Max, c'est que bah, peut-être qu'ils auraient pu prendre la décision encore avant pour pas que certains se déplacent, même supporters marseillais, tu vois. Sachant que bah, la météo, tu peux quand même avoir une fenêtre entre guillemets. euh, Enfin, c'est-à-dire que maintenant tu as des prévisions qui arrivent à se projeter dans le temps, avec un indice de fiabilité, évidemment. On essaye un petit peu de réduire l'incertitude. Parfois ça marche pas. Et peut-être qu'ils auraient pu prendre le parti de dire bah voilà, le vendredi soir, on voit que dimanche ça sent pas bon. Bah, reportons-le par principe de précaution. Mais encore une fois, je trouve pas ça non plus scandaleux d'avoir attendu Ça, le dimanche. Tu vois. ça, pour le coup, ça aurait été parfaitement entendable que dès le samedi où on a eu les premiers vents de cette menace de report, on décide de jouer le match dimanche beaucoup plus tôt dans la journée. Et là, pour le coup, 15h et 17h étaient des horaires complètement envisageables. Et d'ailleurs, je pense que ça aurait arrangé à peu près tout le monde. Le PSG qui aurait pu profiter de sa soirée de gala au Théâtre du Châtelet et les supporters olympiens déjà sur place. Donc ça, effectivement, c'est peut-être le seul grief qu'on peut faire aux instances, c'est de ne pas avoir complètement anticipé cette chose-là et avoir été plus précautionneux. Mais au-delà de ça, tout ce qui en a suivi, pour moi, c'est des débats qui sont beaucoup plus gros que ce qui mérite d'être. Et justement, dans le cadre des débats, moi, ça m'a pas forcément surpris qu'il y ait une paire de journalistes qui voulaient être au Théâtre du Châtelet le lundi soir, qui ont justement parlé de ce report un peu indigne, qui allait à l'encontre pas des valeurs du championnat, mais même de l'intérêt du championnat, alors que bon, on parle quand même pour le coup du sportif, qui à mon avis doit primer un peu sur tout. Mais j'ai vu très peu de voix s'élever concernant les supporters, que l'un ou l'autre des journalistes
défendre un petit peu son petit carcan ou sa petite équipe de cœur par des biais un peu détournés, on a l'habitude. Mais personne n'a eu, je trouve, la décence de parler, et t'en as parlé, Marwan, de ceux qui qui avaient payé un déplacement, qui avaient peut-être pris leur lundi, mais qui pouvaient pas prendre leur mardi pour rester sur place et profiter du match. On parle forcément des Marseillais qui sont sur place et qui peut-être n'ont pas pu non plus, mais ceux qui viennent de plus loin. On peut penser peut-être qu'il y avait pas beaucoup, mais même des gens de Paris qui voulaient faire un aller-retour, Oui, il y en a, c'est qui sûr. l'ont tenté et qui se sont fait avoir aussi. Et j'ai trouvé ça un peu indécent de parler des intérêts du Paris Saint-Germain, des intérêts principalement du Paris Saint-Germain, soyons honnêtes, Ouais. et aucunement des intérêts de Marseille. On a bien vu que ça, les gens n'avaient sans doute pas grand-chose à faire, mais à minima, des gens qui remplissent les stades et qui, pour le coup, doivent, eux, consommer le foot et payer Ligue 1+, et parce que ce sont des vrais passionnés. Et je trouve ça un peu indécent qu'on n'ait pas du tout parlé d'eux. Sauf Bah, si un on peu par- sur les réseaux, mais encore une fois, c'est une loupe grossissante. Nous, on se suit, on a un petit carcan de 1000, 2000, 3000 personnes qu'on suit et qui ont un peu d'écho. Mais dans mon entourage, par exemple, c'est pas un débat du tout qui a... Tout le monde s'en fout, en fait, de l'argent perdu par ces gens-là. Ah non, je suis assez d'accord. Et si on parle du même journaliste qui a fait un édito sur le sujet, on peut légitimement comprendre qu'il a été frustré de rater le buffet du Théâtre du Châtelet, qui j'imagine doit être délicieux. Mais hormis ça, c'est vrai que j'ai pas vu non plus de journalistes élever la voix pour parler justement des gens qui font le foot et qui font le succès du foot et qui permettent au foot de générer autant de revenus. Donc je le déplore comme toi. Après, moi par contre, il y a aussi un truc je vais parler un petit peu des deux côtés, c'est que moi je comprends aussi, tu vois, moi je vais être complètement honnête avec toi, si l'OM n'avait pas eu gain de cause, au nom des intérêts du championnat, de ne pas faire concurrence entre le Classico et la cérémonie du Ballon d'Or, j'aurais pas trouvé ça non plus absolument dingue. Pour moi, la meilleure solution a été trouvée, parce que sportivement c'est plus beau qu'on maintienne le match le lendemain. Mais au bout d'un moment, tu es aussi dans un moment crucial de valorisation de ton championnat. Si le Classico, tu le mets en concurrence avec un truc qui va être vampirisé par les trois quarts de la planète football, je peux comprendre. Mais par contre, il y a un truc que tu soulèves et qui est très important, hein, Max, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a de plus, et ça c'est un constat qui est plus global, c'est qu'on a de plus en plus de journalistes qui n'écrivent pas pour être lus par le peuple, entre guillemets, ou par les gens qui font le sport au quotidien, mais par les gens qui les informent et les gens à qui ils veulent plaire. Et souvent, tu vois, quand tu as des journalistes qui vont parler du PSG, c'est parce qu'ils sont aussi bloqués dans une certaine société parisienne. Encore une fois, je le développais un petit peu en début de podcast. L'ensemble des quotidiens français ou des grands journaux de sport, des chaînes de télévision et tout sont placés à Paris. Il y a une petite société parisienne qui existe et souvent on écrit parce que ces gens-là vont lire et vont commenter entre eux et ça va créer des dynamiques sociales différentes. Et finalement aujourd'hui, plus que jamais, et pas que dans le foot, c'est des gens qui écrivent pour bien se faire voir de la part des puissants. Aujourd'hui, les puissants, c'est le PSG. À l'époque, c'était Lyon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand on le constate, c'est que tu as des éditos qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui ne prennent pas ou qui ne comprennent pas les perspectives populaires, parce que finalement, ce qui prime dans leur monde à eux, c'est les dynamiques un peu bourgeoises. Et ça, pour le coup, ça crée quand même une dissonance de plus en plus grande avec le fan de foot, où finalement, tu vas lire l'édito d'un journaliste, hein, je ne le connais pas personnellement, donc je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain-là, qui dit, voilà, c'est honteux, en gros, la valorisation du championnat, elle est dans la boue parce que, nanana, vous l'avez lu comme moi. Mais finalement, derrière, le fan du quotidien, lui, il veut voir son match, il s'est déplacé, tu as des millions de personnes qui étaient concernées physiquement par ce match-là. C'est quand même assez étrange qu'on ait cette dissonance aujourd'hui. Ben, Et pour conclure le débat sur ce report, je pense, et ce qui va corroborer le propos de Marwan, on va juste citer la parole de Zerbi qui dit qu'il était venu à Marseille pour le match d'hier et pour battre Paris, parce que Paris, ça représente le pouvoir, et que lui, il n'aime pas trop le pouvoir. Et c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que ces journalistes, ils parlent pas du football, ils parlent pas du football français, ils parlent de leur prisme parisien, et on s'en fout de leur prisme parisien. On sait, le football français, quand ils disent pour reprendre à la petite parodie que tu as fait sur le PSG et Locomotive du football français, il n'y a pas plus de fans de foot en France depuis qu'il y a le Paris Saint-Germain. Il y a peut-être plus de fans du Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas plus de fans de foot en France. Il y a plus de Parisiens fans du club de chez eux, parce qu'avant c'était pourri d'être fan du club de chez eux, mais il n'y a pas plus de fans du foot français. Donc
Et en plus, Dembélé était même, enfin, le nominé et celui qui a finalement été sacré, J'étais même pas là. il était out pour le match. Donc, qu'est-ce qui nous ont cassé les pieds pendant 24 heures, nous parler de leur cérémonie. Comme a dit Younes, il y a juste des mecs frustrés parce que leur obligation professionnelle, c'était d'être présent au Vélodrome à 20h et que forcément, ils ne pouvaient pas être à 20h30 pour manger les petits buffets au saumon et au caviar. Allez vous faire voir. Vous avez raté votre cérémonie. C'est bon. Ne cassez pas les pieds. Franchement, c'était beaucoup de débats pour un truc. Je sais pas, je crois que le Napoli a joué en même temps. McTominay était dans les 30. Pour le Napoli, avoir un joueur nominé au Ballon d'Or, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas eu de débat en Italie sur le fait que McTominay 15e. n'allait pas être à la cérémonie, quoi. Débat parallèle, McTominay 15e, si on me l'avait dit un jour. Voilà, quoi. Voilà, On bref. reviendra pas justement sur le classement qui était un peu particulier sur certains postes. On a fait le tour un petit peu, je pense, du débat report. On va pas donner plus d'importance à ça qu'il y en a déjà eu beaucoup pendant un petit peu plus de 24 heures. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit au petit tout à l'heure, c'est-à-dire et avoir votre avis là-dessus, parce que moi je le pensais aussi. Est-ce qu'il n'y avait pas une obligation de résultat et ne serait-ce que pour l'image, étant donné que l'OM ayant eu gain de cause, entre guillemets, sur le décalage du match, est-ce que ça, techniquement, n'a pas rajouté un petit peu de pression? Bon, on en parle après le match, c'est plus facile maintenant, mais moi, je sais qu'avant le match, je me disais, ok, ils n'ont pas intérêt de le perdre, justement parce que on leur a donné gain de cause sur l'extra sportif, on va dire. Il va falloir que sur le terrain, ça se matérialise. Sinon, au-delà de la session vanne, il va aussi y avoir des supporters qui est rigolote, la chambrette, c'est le foot, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il y a aussi, justement, on en parlait, les médias, les instances, tout ce qui va avec. Et là, si l'OM avait pris 3-0 ou 4-0, alors l'idée n'était pas de le prendre parce que je pense que les débats étaient quand même plus équilibrés, encore plus cette année, encore plus dans ce contexte avec des absents, etc. Mais il y avait quand même une obligation de résultat, je pense. Moi, j'abonde dans En fait, si on parle seulement de terrain, en soi, perdre contre le Paris Saint-Germain, même amoindri, le Paris Saint-Germain reste au-dessus de toi en termes d'effectifs, en termes de vécu collectif et tout ça. Mais le contexte, les absents, le fait que toi, tu aies défendu ton steak pour jouer ce jour-là, et si on l'a autant défendu, c'est parce qu'on y avait un intérêt sportif, on y trouvait un intérêt sportif. Pour moi, comme tu dis, il y avait une obligation. Alors, c'est pas tant le terrain qui l'obligeait comme on l'évoque, comme je l'évoquais, mais le contexte faisait que tu étais obligé de les battre là. Et même pour un point de vue d'image, et là, honnêtement, on rentre dans le débat du foot français, si le Paris Saint-Germain, amoindri et amputé de Dembélé, Doué, Barcola et Neves, il gagne quand même contre l'Olympique de Marseille dans la grosse affiche et à l'extérieur, c'est pas tant que c'est scandaleux d'un point de vue football, mais tu te dis en fait, il y a vraiment plus de championnat. Genre. Tu te dis vraiment, il y a plus de bagarre et il y a plus rien. Et j'ai déjà cité Deserbi une première fois et je vais le reciter une deuxième fois. Il a dit avant que j'arrive ou ces dernières années, j'ai plus exactement la parole en tête, j'aurais dû la mettre de côté. Il a dit Paris gagnait tout le temps en gros et c'est pas une chose acceptable. Et vraiment, c'est le côté, peu importe la différence de niveau, peu importe l'écart entre les deux, l'OM ne peut pas se résoudre à perdre contre le Paris Saint-Germain et l'OM ne peut pas se résoudre à aborder ce match-là en victime expiatoire. Et franchement, c'est ce qu'a défendu l'institution et c'est la manière dont on a joué. Parce que tu regardes les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, moi c'est un match que j'ai vu au stade. Alors déjà, l'ambiance du stade allait dans ce sens-là. Du stade, on voyait le terrain que ça allait dans ce sens-là. Mais là, c'était comment d'ailleurs, excuse-moi petit, dans le stade il était complètement plein, 90%, non, c'était comment? Non, franchement, pour un classico, tu sentais d'habitude, il y a 60 000 places au Vélodrome. Déjà, les 60 000 places sont vendues et sont occupées. Là, et il y en a bien, je pense, 4, 5, 6, 7 qui rentrent en escaladant, qui rentrent parce qu'ils connaissent qui rentrent parce qu'il y a des entrées parallèles. Dénonce pas le système non plus, Opti. Il y a des systèmes, il y a des systèmes parallèles pour ce genre de match-là. L'OMCE Donc quoi. non, le stade était moins plein, mais il y avait une ambiance délirante. Et là, je me suis refait le replay. Quand tu vois le tampon d'Emerson à la première minute, le tampon d'Højbjerg, je sais plus qui c'est qui fait une autre faute grossière. Tu te dis bon, ils sont rentrés pour jouer un classico. Et quand tu joues un classico,
Peut-être qu'on en jouera d'autres comme ça et qu'on ne gagnera pas, mais on a mis tous les ingrédients sur le terrain pour le faire et ça a été payant. Donc il y avait une symbolique à gagner ce PSG amoindri et ce PSG dans ce contexte-là, et on a été à la hauteur du rendez-vous. Et justement, tu parlais de l'intensité, il y a un parallèle à faire avec une image qui est un peu restée dans les annales des classicos, c'était il y a quasiment 15 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est le tampon de Lucho à la 3e seconde. C'était déjà en 2011, c'était déjà lors de la dernière victoire, et ça avait donné le tempo. Alors Lucho, il a un peu mangé sur cette action-là, il la ressort souvent quand il est interviewé, mais le parallèle était quand même assez rigolo à souligner. Si on reprend pour ceux qui ne l'auraient plus en tête ou qui n'auraient pas vu le match, déjà on vous conseille d'aller le revoir évidemment, mais le 11 qui avait été aligné, donc Rulli, Aguerd, Balerdi, Pavard, sur les ailes Emerson, Weah, un double pivot Højbjerg, O'Reilly. Messieurs, ne vous cachez pas, il y a une session excuse, il y a 2 sessions d'excuses qui doivent arriver dans les prochaines minutes. À voir. Pas sûr. Vraiment Comment pas sûr. Non, vraiment pas sûr, mais on Pas verra. sûr. Elle était Pas prévue, sûr. mais après revisionnage. Ok, ça va être Même- un beau débat en tout même- cas. Même chose ici. Péchao, Greenwood et en pointe Guiri. Le plan justement de passer à 5, de se priver de Medina par exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé du plan de De Zerbi par rapport à ce PSG amoindri qui pour le coup est arrivé sans grande surprise, hein. On a globalement eu en face l'équipe qu'on attendait, si ce n'est qu'il y avait une petite incertitude devant, on ne savait pas trop comment ça allait tourner, mais globalement moi j'ai pas été surpris par l'animation un peu, mais pas forcément par les 11 joueurs qui étaient sur le terrain. Écoute, concernant l'approche de De Zerbi, moi, sincèrement, je suis assez critique depuis qu'il a signé l'Olympique de Marseille, mais là, j'ai trouvé vraiment excellent. J'ai trouvé vraiment excellent parce que, déjà, dans le choix des hommes, j'ai bien aimé la continuité qu'il a donnée à Weah, parce qu'il fait un match énorme aussi contre le Real Madrid, avec des défauts, mais il a été encore meilleur contre le PSG. Et aussi dans l'animation défensive, tout simplement. L'animation défensive a été excellente. On a eu un pressing qui était intelligent et c'est pas habituel. On rappelle que l'homme a fait clean sheet sur ce match-là, ce qui est très très loin d'être la norme à l'Olympique de Marseille ces derniers matchs, mais aussi ces dernières saisons, particulièrement sous De Zerbi. Avec un pressing, qui était animé différemment selon les zones. Et c'est particulièrement pertinent quand on analyse comment est-ce que le PSG de Luis Enrique crée les décalages. Et pour le coup, sincèrement, quand tu vois que Vitinha, il n'avait aucune solution pendant les 90 minutes, alors que c'est l'un des meilleurs Parisiens, quand même sur le match, tellement c'est un génie du football. Aucune solution sur 90 minutes, complètement esselé, un pressing intelligent, un replacement quasi militaire de Timothy Weah sur Gvicha à droite, Emerson pareil, impressionnant. Et quand tu regardes même au final, sur les 90 minutes, les occasions nettes que s'est procuré le PSG, il y en a, mais il n'y en a pas non plus 3 fois plus que l'Olympique de Marseille, malgré une domination territoriale qui, elle, pour le coup, qui était bien plus nette. Voilà, on peut revenir offensivement sur 2-3 choses, mais même le choix de Amine Gouiri, de le mettre devant, c'était super intéressant. En transition offensive, ça a apporté un petit peu de qualité technique, même si c'était pas le point fort de l'homme sur ce match. Match exceptionnel de Gouiri. Très très bon. Le double pivot aussi, moi je me disais que peut-être Vermeuren allait débuter à la place de Højbjerg. Le double pivot Højbjerg-O'Reilly, et vous savez à quel point je suis critique sur Højbjerg de temps à autre. Ils ont fait leur match, voilà, avec leurs défauts et des profils qui peut-être ne sont pas les plus adaptés, et les profils idéaux sous De Zerbi, mais ils ont fait leur match. O'Reilly, grosse surprise. Donc non, sincèrement, et on rentrera en détail dans les prestations individuelles, même dans le coaching derrière, De Zerbi, il a été excellent. Ouais, ça c'est un point important, hein. Pour le coup, le premier changement, il intervient à la 60e et on a un temps fort du PSG qui commence à s'installer à partir de la 57e. Et il arrive pile au bon moment parce que du stade, personnellement, je le sentais venir aussi. Je voyais des joueurs qui s'essoufflaient un peu, notamment Péchao qui revenait. Et je trouve que dans les changements, il l'a fait vraiment dans un timing idoine. Que ce soit Péchao du coup qui sort, Weah qui sort après à 75e parce qu'il a eu un très gros match. Et j'aimerais vraiment qu'on insiste sur Weah parce que c'est pas anodin. On a recruté un joueur que certains ont jugé trop cher pour ce qu'il était. On pensait recruter un joueur d'effectif et on est en train de se rendre compte au fur et à mesure des matchs que De Zerbi déjà l'aligne tout le temps. Et là encore une fois, je pense que c'est pas anodin. C'est un vrai soldat sur lequel l'OM peut compter. Le match qu'il fait et l'entame de match qu'il fait, je me suis refait le match également cet après-midi. C'est juste
impressionnant. J'avais déjà loué le fait que la première action qu'il impulse au Bernabéu nous avait donné beaucoup de force et beaucoup d'espoir. Là encore, sur l'action du but, les 3 actions qui précèdent l'action du but, c'est lui qui récupère les ballons. Le premier en jaillissant sur Mendes, en anticipant le fait que Paris allait élargir le jeu. À la récupération du corner, c'est encore lui. Et encore une fois, il resserre Greenwood une 3e fois en récupérant un ballon dans les pieds de Kvaratskhelia. C'est un joueur explosif, ça on le sait, il a des qualités, des défauts, il est très rapide, peut-être un peu plus emprunté parfois avec ballon, mais en termes de discipline et en termes de ce dont avait besoin l'OM, à savoir des joueurs qui sont capables de se dépasser et qui ne sont pas inhibés justement par le contexte, etc. Weah est un parfait exemple et je tenais vraiment à saluer sa performance et sa semaine au global. Moi, personnellement, si jamais j'étais amené à être en conférence de presse, j'aurais été curieux de savoir si l'approche défensive avec 5 mecs sur la même ligne avec Weah qui s'aligne avec les centraux, elle est la conséquence du 11 parisien ou si c'était prévu, même si le PSG avait arboré son 4-3-3 habituel et n'avait pas posé ses 3 centraux avec 2 pistons. Ça, c'est T'entends une quoi par là? Parce interrogation. que moi, je vois pas d'incertitude sur ce qu'ils sont proposés sur les ailes et au niveau des pistons, le PSG. Genre, on savait qu'ils allaient venir comme ça. Franchement, qu'ils allaient venir avec les 3 centraux, moi, je m'y attendais pas du tout. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris. Max, tu l'évoquais déjà dans le fait qu'il n'y avait pas trop de surprises. Moi, c'est la seule surprise que j'ai eue à la compo du Paris Saint-Germain. Tu l'as souligné dans l'animation. Mais je ne m'attendais pas à voir ces 3 centraux-là jouer ensemble pour le coup. Et je pense que ça a changé un peu Parce que moi, perso, à l'approche que l'annonce, l'OM avait imaginé. moi, à l'annonce des compos, bon, d'abord, on regarde celle de l'OM parce qu'on est bousillé de l'OM. Et je vois la surprise. En fait, la compo de l'OM, elle me choque. Parce que je vois O'Reilly dans le double pivot. Et dans notre projection de la semaine dernière, je pense que je crois que personne d'entre nous l'avait mis dans le 11. Et personne n'imaginait reconduire en 10. Et personne se disait il pourrait avoir une autre utilisation dans le 11. Donc quand je le vois, je me dis. Donc tu le vois dans le 11, tu te dis bon, peut-être qu'ils se sont trompés. Tu regardes les autres hommes alignés, parce que des fois, quand la compo est annoncée, ils placent des joueurs un peu aléatoirement. Donc tu regardes les autres joueurs alignés, tu vois Greenwood, Weah, Peshao, Gouiri. Tu te dis bon, Aurélie, là, le seul poste auquel il peut être aligné, c'est à côté d'Hoiberg. Donc tu es un peu scotché, tu réfléchis à ça, et après tu te dis bon, je vais aller voir le 11 parisien. Et d'un coup, je vois qu'il a annoncé en 3-5-2, avec 2 seuls offensifs de métier et 3 centraux. Je me dis oh, il a tenté, déjà qu'il a beaucoup d'absents, il modifie sa structure et il se pointe avec un système avec des pistons. J'étais assez étonné. Et honnêtement, le match du Paris Saint-Germain, autant nous on a été très bons, autant le Paris Saint-Germain, ils ont vraiment été mauvais. Et Marouane évoquait que le Paris Saint-Germain avait quelques situations et même il a même souligné qu'ils n'en avaient pas 3 fois plus que nous. Ils en ont même beaucoup moins que nous. Genre, J'ai Deux regardé ballons les touchés dans XG la dans le jeu. surface sur la première mi-temps. Il y a beaucoup plus de touches dans la surface de l'OM. Après, bon, les XG, c'est les XG. Mais ils sont quand même au-dessus. Ils sont quand même au-dessus assez nettement, mais pas 3 fois ou 2 fois plus, tu vois. qui est le Paris Saint-Germain? Ouais, le Paris Saint-Germain, dans le jeu, ils ont plus d'expected goals. Assez nettement. Dans le jeu? Non. J'ai Jamais de la vie. regardé la stat, j'ai regardé la stat sur Footmob, si tu veux la référence. Je crois qu'il y a 0,50 ou 0,60 de différence. Quelque chose comme ça. En faveur de Paris? Je crois que Paris en a 1,9. 1,8 ou 1,9. Et l'OM, je crois, il y a 1,3, même pas, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai pas les mêmes, il faut aller vite. mais Moi, j'ai 1,14 pour l'OM et 0,67 pour Paris. On est au double. Hein. Ok, bah Après, peut-être Footmob a comptabilisé. Peut-être que Footmob a comptabilisé quelque chose que. Peut-être que j'ai mal vu. Ou Peut-être que j'ai mal vu. T'as regardé PSG Atalanta, je crois. Non, mais peut-être que j'ai mal vu surtout. Donc ouais, non, mais Non, par mais contre, il y a une stat qui est criante, pardon, juste Marwan, pour compléter, Ouais, il y a bien une sûr, stat qui est vas-y. criante, c'est que le PSG à la mi-temps, c'est 2 ballons touchés dans la surface de l'Olympique de Marseille. Et ça, pour le coup, ça n'a pas été vu depuis 2016, si je ne me trompe pas. Et ça en dit beaucoup parce que le PSG a déjà eu des absents depuis 2016 sur de nombreux matchs, pour le coup, et ça souligne à quel point l'animation défensive de l'OM a été excellente et surtout à quel point le PSG a été stérile. Bah, c'est exactement pour ça que, moi, ça me plaît pas qu'on dise que le PSG a été mauvais sur ce match. Parce que quand tu regardes, je crois, la valeur du 11 du PSG, c'est quoi? C'est 460 millions. L'OM, je crois que c'est 114. Et normalement, le rapport de force reste tout de même déséquilibré. Après, évidemment, si tes 460 millions ils sont composés exclusivement de 11 défenseurs centraux face à une équipe normale, Oui.
Voilà, on est d'accord, il y a des limites à cette stat-là. Mais par contre, ils avaient quand même les moyens avec Gvicha, avec Gonzalo Ramos, qui a coûté 70 plaques, on le rappelle. C'est pas n'importe qui, c'est devenu un no-name au PSG, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus n'importe qui. Hakimi, on sait très bien, offensivement, il est capable de faire ce qu'il démontre, et c'est pour ça aussi qu'il était top 6 Ballon d'Or, même si il était trop à mon goût, mais peu importe, c'est un autre sujet. Nuno Mendes, et c'est pour ça qu'en fait, je comprenais pas votre remarque, les gars, quand vous disiez. Je suis curieux de savoir si le replacement défensif de l'OM il était conditionné par l'approche du PSG, c'est-à-dire où il y a une petite surprise ou pas. Mais pour moi, dans tous les cas, qu'il soit 3 défenseurs ou pas, on s'attendait à voir Hakimi très haut, Mendes qui pouvait à la fois être très haut aussi à l'intérieur, pareil pour Hakimi, Gvicha à gauche. Bon, c'est pas non plus un truc qui me. Enfin, à droite qui allait occuper l'espace de Dembélé, Hakimi forcément. Moi, je vais vous personne poser d'autre, la quoi. question autrement. Peut-être qu'on va réussir à résoudre ça autrement. Est-ce que le fait que Emerson et Weah ont fait quand même 2 sacrés matchs sur les côtés et ont annihilé et Nuno Mendes et Hakimi, est-ce que c'est pas là que s'est jouée la clé pour l'OM de, au final, sortir avec un clean sheet dont on s'attendait peut-être pas vraiment avant le match? Parce que au cœur du jeu, alors on a été, sur le moment en tout cas, on a lu beaucoup de choses assez dithyrambiques sur le double pivot Højbjerg-O'Reilly. Je suis curieux d'ailleurs qu'on l'évoque juste après. Mais est-ce que du coup, si on devait vraiment en mettre 2 en avant, hormis Rouli par exemple, qui lui aussi a sorti les parades au bon moment, mais est-ce que la doublette Emerson-Weah est pas au final beaucoup plus à mettre au devant de la scène par rapport à la doublette O'Reilly-Højbjerg, Ouais, bien que, Si, si. attention, gros match de tout le monde. Ouais, Si. non, forcément, tu bats pas le Paris Saint-Germain sans avoir 11 joueurs, 12 joueurs ou 13 joueurs qui font une forte prestation. Je pense que tout le monde a été bon, on s'accordera à le dire quand on Sauf comptera Pachao. les prestations individuelles, peut-être ouais, c'est Peshao qui est effectivement en phase de reprise. Mais la doublette O'Reilly-Højbjerg, pour le coup, elle est assez intéressante et du coup, j'en profite pour amorcer un peu le sujet. Euh, je rejoins Opti sur le fait que à la composition, c'est effectivement étonnant de voir O'Reilly déjà titulaire et surtout de l'imaginer dans le double pivot. Mais au final, moi, ça m'a surpris personnellement quand j'ai vu la compo, mais après réflexion, ça fait sens avec les qualités qu'on a louées de lui la semaine dernière. Marouane le disait très bien en soulignant son intelligence de jeu, le fait qu'il avait des appels très intéressants et surtout, on était tous d'accord pour dire qu'il avait un très bon pied gauche. J'ai compris en fait qu'il voulait assurer la première relance à la récupération des ballons et soigner la relance. Là où un Angel Gomez peut avoir un petit déficit physique, tu vas pas compenser sa mobilité avec O'Reilly, mais tu peux compenser la qualité technique avec le joueur danois. Et la doublette Højbjerg-O'Reilly fait un très bon match, mais je pense qu'elle a surtout été beaucoup aidée par le fait que Weah et Emerson n'étaient pas vraiment dans la ligne de 5, mais étaient chacun sur Hakimi et sur Nuno Mendes, donc un poil plus haut. Et on a surtout un Peshao et un Greenwood qui ont resserré beaucoup dans l'axe, dans la ligne du 5-4-1, et qui ont beaucoup aidé ce double pivot qui peut souffrir un peu de mobilité et qui avait moins d'espace dans la largeur à couvrir. Donc je pense que c'était très, très, très savamment préparé par De Zerbi. À la compo, d'ailleurs, c'est ce qui me faisait peur quand tu sais le dynamisme et la mobilité qu'a le milieu parisien, de me dire que nos 2 joueurs du double pivot, O'Reilly et Højbjerg, c'est pas leur qualité première, cette mobilité-là. Et je me disais, on va avoir du mal un peu à suivre le milieu parisien. Et au final, avec l'aide de Greenwood et Peshao qui resserraient un petit peu, ça s'est très bien passé et on Mais il n'y a avait eu pas le besoin de le sentiment suivre, pendant surtout. tout le match. Il n'y avait pas besoin de le suivre. C'est ça qui était intéressant sur ce match, c'est qu'il y avait un pressing qui était différencié en fonction des zones et du porteur. Les 3 centraux parisiens étaient pressés, Vitinha ne l'était pas. Et surtout, derrière, Ouais. on contenait en fait le déplacement du reste. Après, il faut dire que sans Joao Neves, et quand tu mets Zaïre Emery à la place, c'est pas la même qualité de déplacement et la même activité. Et là, où pour le coup, ça a joué pour le double pivot O'Reilly-Højbjerg, c'est qu'il y avait simplement un besoin d'occupation de l'espace intelligent, mais pas forcément un pressing. Parce que tu regardes Vitinha, combien de fois est-ce qu'il s'est arrêté avec la balle dans le rond central ou à proximité, et en cherchant une solution. Et c'est là que Roberto De Zerbi a été intéressant, parce que, voilà, évidemment, je suis très très loin de son niveau, et personne ici là, évidemment. Mais ce que j'ai compris modestement, c'est que le PSG, pour créer le décalage, il servait de déplacement divergent entre le porteur de balle et celui qui l'appelle. C'est-à-dire que le porteur de balle va induire une zone à attaquer pour finalement chercher celle que la défense ne s'attend pas, et le deuxième homme va aller dans cette zone-là. Et là, finalement, en ne rentrant pas dans le jeu du porteur de balle, l'OM, en fait, a tout simplement anesthésié le PSG. Parce que, encore une fois, comme le disait Max,
C'est pas arrivé depuis des années, cette prestation offensive du PSG. Donc au final, c'était un match pour le double pivot Højbjerg-O'Reilly. O'Reilly qui pour moi, sa principale qualité, et vous regardez particulièrement sur le début de match, il était constamment obnubilé par le fait de couvrir l'espace qui était laissé libre par le bloc marseillais. Constamment, il essayait de se repositionner. Et encore une fois, c'était une disposition qui n'était pas, où c'était pas forcément nécessaire d'aller à 15 000 et d'avoir une activité de fou, ce qui les a mis en valeur. D'ailleurs, pour aller dans ton sens, quand tu dis que le but des Parisiens, c'est de faire croire qu'ils vont la donner dans telle zone et puis finalement ils attaquent une autre zone, ils te piègent une fois comme ça, c'est l'appel de Fabien Nourri sur la sortie de Rouly. Et ça, c'est l'avantage d'avoir un gardien proactif et qui est toujours omnibulé par le ballon et qui n'a pas peur de sortir loin de son but. Donc celle-là, elle est contrecarrée par la sortie de Rouly. Et la deuxième, c'est quand le PSG fait voyager le ballon de gauche à droite. Et c'est la première frappe de Vitinha en première, où il n'est pas attaqué et que les centraux ne sortent pas sur lui. Et il allume. Et là, tu as Højbjerg, O'Reilly qui ont été baladés de l'autre côté et qui n'ont pas fait l'effort de revenir. Mais sinon, comme tu dis, le Paris Saint-Germain, on les a bien bloqués. Mais moi, au-delà de leur match sans ballon, parce que je pense que la cohérence du bloc, elle les aide. Comme vous dites, il y a eu un bon travail de la ligne des offensives devant eux et il n'y avait pas trop d'espace entre les lignes, donc ça les a bien aidés. Mais là où on aurait pointé leur match du doigt, je pense, c'est si on n'avait pas trop produit. Mais leur manque de production à eux, elle est compensée par le match de Gouiri qui est sensationnel et Greenwood qui sont sensationnels. C'est-à-dire qu'ils ont peu de ballons. Ils ont des ballons. Gouiri, il a des ballons compliqués de la même manière que Obama avait des ballons compliqués au Bernabeu. Mais Gouiri, il en a bonifié quelques-uns au duel avec des beaux bébés. Il a réussi à sortir son épingle du jeu. Il y a celle où il décroche, qu'il arrive à garder le contrôle du ballon. Il nous permet de nous délecter d'un petit pont sur Fabien Ruiz. Greenwood, quand il a été trouvé face au jeu, il a été très bon. Donc, en fait, leur match, il est facilité parce que défensivement, tout le bloc est cohérent et que offensivement, Gouiri, quand il est comme ça, à part le léger manque de pointe de vitesse, tu te dis vraiment qu'on tient un top attaquant et ça fait plaisir parce que son début de saison n'était pas le plus aisé. Il était sur le banc contre le Real. Il rentre en fin de match, là, les 20 minutes où tu fais rien et où tu permets pas de le mettre en valeur. Mais là, le match, il compense le manque de mobilité de milieu. Parce que c'est des bons joueurs de ballon. Et O'Reilly plus bas, c'est plus sympa. Mais franchement, les mecs, c'est deux tanks. Alors, Højbjerg a bien compensé parce qu'il gratte beaucoup de ballons et qu'au duel, il a été dur. Parce que, en fait, le match de Højbjerg, soit il gagnait son duel, soit il éclatait le mec. Et il y en a il y a plusieurs fois où il dit non, tu passes pas. Au pire, l'arbitre me mettrait un jaune, mais je perds pas mon duel. Soit je gagne mon duel, soit je t'éclate. Et franchement, c'est un match impeccable de Højbjerg. O'Reilly, à la sortie du stade, si on avait fait à chaud le podcast, que j'avais pas revu le match, je me serais livré à une autocritique sur le podcast la semaine dernière. Alors je vais livrer une légère autocritique, parce que après le podcast de la semaine dernière, je voulais plus le voir dans un 11. Là, je me dis que plus bas, c'est une solution. Mais ça reste plus haut déjà, je pense qu'il m'intéressera jamais comme joueur de foot plus haut sur le terrain. Dans le double pivot, il y a quelque chose à gratter, mais c'est pas non plus, c'était pas sensationnel comme certains ont essayé de nous le faire croire. Il est au diapason de l'équipe, mais c'est pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Max, que je ne sais pas si on va réellement faire un mea culpa, parce qu'effectivement, il faut un bon match. Les auditeurs l'attendent. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont cliquer pour une petite session excuse. Et on nous l'a dit d'ailleurs, c'est rigolo, n'hésitez pas justement à... Sur ça, pour le coup, j'ai aucun ego. Hein. Je serais ravi de le faire. Et d'ailleurs, je peux le faire sur Højbjerg pour le coup, où j'invitais un petit peu à son déclassement la semaine dernière. Et sur ce match-là, je trouve qu'il a rappelé que dans l'impact physique, dans le leadership, dans ce qu'il a dégagé, il a insufflé tout ce pourquoi on l'a apprécié l'année dernière. Mon point sur le double pivot, c'est de dire qu'effectivement, leur match est très bon, mais je n'ai pas le sentiment que l'OM a trouvé le double pivot qu'il allait pouvoir utiliser toute la saison. Il y a des limites qui sont assez criantes dans cette configuration-là. Ça pourrait être intéressant de les revoir dans certaines configurations de match, mais je n'ai pas du tout le sentiment qu'on a trouvé la doublette ou la paire
qu'on allait avoir devant notre défense pour toute la saison, pour le coup. Et au-delà de ça, Younes, tu vois, au-delà de la projection à long terme de est-ce que ça pourrait le devenir ce double pivot en vrai. Mais c'est surtout le sentiment de c'est pas eux qui te font gagner. Peut-être Højbjerg, mais c'est pas ce secteur de jeu qui te fait gagner le match. Honnêtement, Weah, Emerson, Gouiri, Greenwood, Aguerd, Balerdi, même s'il était à 2 doigts de nous planter dans le dos, même Pavard, c'est plus ces mecs-là pour moi qui te font gagner le rapport de clairement. force. Le match de Weah et le match d'Emerson. Enfin, Emerson, Hakimi, à 6e minute de jeu, il vient pour le déborder. Il lui a mis un stop. Hakimi, il est revenu une fois. 20 minutes après, il s'est repris un stop. Hakimi, il a dit bon les gars, je vais pas le déborder. Faudra trouver d'autres. Je vais pas le déborder. On va passer ailleurs. Faudra trouver d'autres. Trouvez-moi lancé comme d'habitude, mais un contre un, ça va pas le faire. Donc franchement, pour le coup, t'as mis en avant la prestation de Gouiri et j'ai envie d'insister juste deux petites secondes là-dessus, mais c'est déjà ce qu'on disait, ça fait écho du coup au podcast de la semaine dernière pour ceux qui l'ont écouté, quand on soulignait le fait que Aubameyang de haut jeu techniquement ne nous apportait pas justement l'oxygène dont on avait besoin, et je disais déjà la semaine dernière que c'est très important dans ces configurations de match où tu prends des vagues de pouvoir ressortir le ballon proprement et de pouvoir exister offensivement. Ça part de là, souvent c'est le premier joueur que tu touches. À la relance, Rouli a souvent joué long et a essayé de toucher Gouiri. Et Gouiri nous a apporté un oxygène incroyable sur ce match-là par sa qualité technique et avec des monstres sur le dos, comme le soulignait justement Opti. C'est là que ça fait du bien d'avoir un joueur qui est si bon de haut jeu. Et c'est un oiseau rare. Amine Gouiri, il a un profil d'attaquant qui est pas très commun pour le coup. On fait forcément le parallèle avec Karim Benzema à une certaine époque du Real, toute proportion gardée bien entendu. Mais c'est en ça, je trouve, que l'OM a pu exister sur ce match-là et a pu avoir son mot à dire sur beaucoup de séquences. Pour l'instant, les proportions gardées. Est-ce que je peux nuancer parce que moi j'ai trouvé bon Gouiri. Je l'ai trouvé bon Gouiri. Mais à l'image de l'équipe, j'ai trouvé que la prestation offensive et technique de l'équipe, elle était insuffisante. Elle était insuffisante parce qu'il y a quand même énormément de déchets. Il y a quand même énormément de déchets. Sincèrement, en deuxième période, tu te mets quand même... Et ça peut être la baisse physique aussi, mais en première, c'était pareil. Il y a quand même un certain nombre de situations que tu gâches de façon quand même problématique, entre guillemets, à terme. Après, évidemment, il faut resituer ça dans la maturation du projet de jeu. Mais sur ce match-là, tu te mets quand même à portée d'une égalisation parce qu'il y a un certain nombre de coups que tu joues mal. Ne serait-ce que dans la réalisation technique, voilà, Pachao était pas bon en phase de reprise et ça pour le coup on peut peut-être se demander est-ce qu'il fallait bien le mettre titulaire parce que un mec qui est autant à la rue sur un match comme ça, est-ce que tu le découvres en commençant le match, je sais pas. Et puis même, enfin Gouiri a été très bon mais il y a aussi quelques trucs qui loupent. Le double pivot Riley Højbjerg, ils ont été bons, il n'y a pas de souci, mais encore une fois le match leur a permis aussi de briller et tant mieux, fallait le faire. Mais par contre, encore une fois, moi je sais qu'on m'attendait sur le mea culpa Højbjerg, j'ai trouvé très bon, il n'y a pas de problème, mais pour moi c'est pas l'horizon de l'OM en fait à ce poste là. Techniquement il y a trop de lacunes dans la vision du jeu. Ça je suis d'accord avec toi. Ouais, et ça va dans le sens de ce qu'a dit Younes, parce que si on met autant en avant Gouiri, c'est parce que sur les sorties basses, la vérité, à part jouer long et chercher Gouiri en remise avec un mec face au jeu qui, pour le coup, va être Højbjerg ou Riley ou Weah lancé sur une déviation, à l'inverse du Real Madrid, alors peut-être que le pressing parisien est meilleur et que c'est pour ça qu'on n'a pas ciblé ça, mais il n'y a pas une séquence d'Højbjerg ou de Riley où ils font une seule fois ce qu'a fait Højbjerg contre le Real, c'est-à-dire prendre, faire une feinte de corps et reporter la balle. J'ai pas une portée de balle de l'un des deux, à part sur d'autres séquences, mais pas des séquences de sortie basse. Sur les séquences sortie basse, on a joué entre les centraux, on a joué sur leur jeu long, sur le jeu long de Rouli. Quelquefois, on a cherché les aides avec Pavard et Emerson, mais sinon, on est très peu passé par l'intérieur du jeu par ces premiers relais. Donc ça, je suis je suis d'accord avec Marwan. Dans l'idéal du projet de jeu de Deserbi, à la limite, peut-être un des deux sautera. Et t'en garderais un des deux, mais ces deux-là ont fait un bon match. Mais pour accomplir à la perfection ce que le projet de Deserbi veut, tu auras forcément un mec plus mobile, un mec plus technique, un mec plus fin, un Gomez ou même un Vermeeren, à voir. Et De Zerbi, tu te souviens contre le Real, il a dit que l'enjeu pour l'OM c'était de couper la profondeur à Mbappé. Il n'y avait pas de profondeur contre le Real.
Et là, bon, c'était quand même une configuration assez similaire. Encore une fois, tu étais dans une logique de. Bah, tu devais contenir des déplacements. Et je pense pas que, par exemple, dans un match où tu pars favori, en transition défensive, ce soit deux mecs qui soient fondamentaux euh, pour l'Olympique de Marseille, tout simplement. Il y aura des soucis parce que dans la mobilité, il y a des problèmes, ils ne seront pas toujours compensés. Et puis même techniquement, quoi. Enfin, tu regardes, je crois que l'OM finit à 80% de passes réussies sur le match. Mais après, encore une fois, pour moi, il y a ce déchet technique, il n'est pas dû à la qualité de Hüberg ou de Riley. Il y avait aussi un facteur psychologique, parce qu'il y a des joueurs qui techniquement avaient les moyens. Il y a parfois aussi des circuits de passe qu'on n'a pas exploités. Je pense à Balerdi notamment, plusieurs fois, il envoie long alors qu'il peut jouer court et qu'il a la capacité de le faire. Mais il y avait tellement aussi cette envie de ne pas se tromper que parfois on jouait pas l'évidence et on envoyait des longs ballons, parfois de façon assez inexplicable. Et on cédait trop facilement psychologiquement au pressing parisien, notamment en deuxième période. Et là, encore une fois, c'est ce que j'allais te demander à toi et à vous en règle générale. Est-ce que ce qu'on dit là depuis 5 grosses minutes, c'est pas aussi très contextuel parce que en deuxième mi-temps, le bloc était très bas et tu leur as laissé quand même beaucoup le ballon. Les mecs étaient très fatigués. Alors, hormis le changement, la rentrée d'Obama à la 60e, je crois que les autres changements interviennent dans les 10 dernières minutes. Donc, 75, ouais. La doublette Nadir. Donc, potentiellement avec des mecs qui sont quand même cuits et qui ont quand même couru après le ballon, notamment en deuxième période pendant très longtemps. Le bloc en seconde période est quand même bien plus bas qu'en première. Ouais. Et puis, quand tu rentres, peut-être pas dans la dernière demi-heure, mais j'ose imaginer dans les 20 dernières minutes, sans te dire la peur de gagner, ils n'avaient pas forcément en face la volonté et les armes de te mettre une vraie pression. Et j'ai pas eu ce sentiment d'une véritable machine à laver dans les 20 dernières minutes du Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, j'ai senti, comme tu disais, peut-être un peu de précipitation, peut-être un peu de peur de faire la passe de trop ou la prise de risque de trop, justement pour pas gâcher un résultat. Alors, il n'est pas historique, il est historique parce qu'il y a des chiffres, etc. 14 ans quand même, Max. Hein. Franchement, moi, tu dis il n'est pas historique, je te reprends juste sur ça. Pour moi, je vais te livrer une anecdote. J'étais au stade, je suis parti à la consigne récupérer mon casque et il y avait un mec qui criait « Les gars, ça faisait 14 ans, 14 ans. » Donc, quand tu dis que c'est pas historique, je comprends, mais... Alors, c'est historique. Évidemment, on l'a dit en intro, il y avait 5000 jours depuis la dernière victoire au Vélodrome, etc. C'est pas un aboutissement, c'est ce que tu as voulu dire, Max. Mais c'est pas un aboutissement. Et je pense que, dans ma façon de penser, je pense qu'il y a des matchs de Ligue des Champions à domicile que tu vas aborder mieux que ça dans le dernier quart d'heure. Enfin, ils seront tout aussi importants. Et ils seront peut-être face à des adversaires tout aussi impressionnants, mais tu les aborderas différemment parce que c'est pas le PSG, parce qu'il n'y avait pas ces 5000 jours justement, parce qu'il n'y avait pas ce report de la veille, etc. Donc c'est en ça que la victoire est historique. Le moment, pour moi, était différent parce que tout ça, tout le contexte est un peu rentré dans les têtes, peut-être, dans le dernier quart d'heure. C'est certain, et forcément, l'afflux nerveux généré par ce match, il est important. Et quand on parlait de fatigue de certains joueurs, il y a effectivement, comme tu le soulignais, le déplacement et les courses défensives que tu as dû faire pour bouger ton bloc et essayer de mieux combler les espaces sur la circulation du ballon parisienne. Mais au-delà de ça, il y a un effort de concentration qui est très important sur ces matchs-là, où tu sais que ça ne se joue à rien. Chaque microseconde est importante. Et encore une fois, c'est Weah qui l'illustre très bien quand je regardais le début du match et je faisais un peu la focale sur lui. L'anticipation qu'il doit avoir pour jaillir plus vite que Nuno Mendes, il sait qu'il n'a pas beaucoup d'avance physiquement pour aller plus vite que Nuno Mendes, donc il doit être bon dans l'anticipation. Ça demande un effort de concentration qui est beaucoup plus élevé que sur des matchs classiques de Ligue 1. Donc ça, forcément, l'afflux nerveux joue beaucoup. Là où j'apporterais peut-être juste un peu de nuance, c'est le temps additionnel où, pour le coup, tu as un pari qui doit revenir au résultat. La gestion du temps additionnel, je la trouve absolument admirable côté Marseille. On n'a pas tremblé. Les 5 minutes de temps additionnel qui ont été annoncées, on a parfaitement géré ça. On se crée des occasions. On a isolé le ballon dans les 2 poteaux de corner à droite et à gauche. Robinho Vaz a fait un bien fou pour ça. Bilal Nadir a aussi contribué à ça. On a l'occasion d'Aubameyang à la 92e où tu dois ficeler le match et normalement célébrer. Tu as la tête d'Højbjerg où il lui manque peut-être 10 cm et un peu de jus pour aller plus haut et conclure le match. Je trouve qu'on n'a pas du tout souffert dans les 5 dernières minutes. On a pris la vague un petit peu avant. Et ça, je pense que c'est de bon augure pour les matchs à venir. Parce qu'on va effectivement, comme tu le disais, on va avoir des matchs comme ça où
où il faudra gérer un score. Bah, exactement, et je termine en une phrase, comme ça on peut avancer. Et c'est tout le paradoxe, c'est pour ça que moi je mets pas tout ça sur la variable physique. C'est que pour moi il y avait un match avec et un match sans ballon, et tu avais un match beaucoup plus serein sans ballon qu'avec. Voilà. Très vrai. Pour élargir un petit peu, et je vais du coup rebondir sur ce que tu disais, Opti, et te laisser la parole, Marwan. Ça faisait effectivement 14 ans. Je crois d'ailleurs, Opti, que tu nous as mis quelques vidéos, hein, de la sortie du stade sur les réseaux. Il y a eu, sans dire une polémique, mais quelques petits débats autour de de quelle manière, entre guillemets, doit-on fêter une victoire dans le classique quand on est Marseille et quand on le gagne au Vélodrome? Je sais que toi, Marwan, tu voulais interagir sur le sujet en global, donc j'angle même pas plus que ça la question, je te laisse avancer. Écoute, c'est vrai, c'est ma take du jour, sincèrement, parce que il y a des choses que je comprends pas. Je pense que c'est aussi une corollaire de ma lutte contre le clubisme, c'est en fait le fait que les supporters ne comprennent pas que nous, finalement, ça faisait 14 ans que le PSG traumatise depuis QSI, grosso modo, traumatise l'Olympique de Marseille, et finalement, que même la presse, une certaine partie des supporters, une certaine partie des réseaux sociaux, s'érige justement en censeur là-dessus, en disant bah, vous n'avez pas à célébrer comme ça prouve que vous êtes un petit club, ça prouve ceci, ça prouve cela, en oubliant complètement le rapport de force, en entretenant le paradoxe entre le fait que, ben, je crois qu'il y a à peu près un consensus sur le fait que le football s'aseptise, que ce soit dans la communication, dans la façon de le vivre, etc., mais que dans le même temps, quand il y a la rivalité qui est peut-être l'une des seules rivalités qui perdure en France, avec d'autres matchs, avec OLASSE, pardon, etc., mais c'est peut-être la plus marquante, qu'on s'interroge finalement sur la façon de fêter la victoire et qu'on se dise bah, soyez digne dans la victoire et la dignité ce serait finalement de ne pas réagir. Et moi je trouve ça complètement dingue parce que encore une fois on ne peut pas souhaiter un football moins lisse et pointer du doigt l'Olympique de Marseille de fêter et de célébrer cette victoire de cette façon-là. Et je trouve ça assez symptomatique et pour moi ça fait aussi un point avec les polémiques d'avant-match. C'est que ces derniers mois et ces dernières années, on disait bah tiens, le Ballon d'Or, ça devient une caricature, ça devient n'importe quoi. On ne devrait pas y accorder autant d'attention. Et pourtant, quand le match est reporté en même temps que la cérémonie, tout le monde arrive et dit bah regardez, ça gâche la visibilité de la Ligue 1 parce qu'il y a la cérémonie en même temps. Alors même que on disait tous le Ballon d'Or, ça ne ressemble plus à rien, c'est une récompense individuelle au sein d'un sport collectif qui devient en plus décerné à l'applaudimètre, etc., etc. Et en fait, tout ça pour dire que pour moi, cet avant-match et cet après-match, il interroge aussi notre propre responsabilité en tant que supporter dans le modèle qui est en train de se dessiner du football européen. C'est que c'est très bien d'avoir des principes, c'est très bien de les énoncer, mais quand dans l'action, on fait tout pour embrasser le fast-football, il y a quand même un souci. C'est très bien que l'OM célèbre sa rivalité avec le PSG. C'est très bien qu'il y a encore des supporters qui célèbrent ça un peu plus longtemps que 90 minutes devant sa télé une fois par semaine. C'est très bien aussi, entre guillemets, qu'on puisse encore voir ça dans le football. Et s'ériger contre ça, c'est aussi faire le jeu d'un football de plus en plus industrialisé, aseptisé, et qui fait la part belle aux financiers, quoi, aujourd'hui. Et c'est dommage, ça peut vous paraître tiré par les cheveux, mais pour moi, c'est quand même assez symptomatique, parce on a pas vu seulement ça de la part de supporters, mais aussi de certains hommes de presse, hormis Daniel Riolo qui pour le coup a été voilà, pour une fois et malgré tout le mépris que je peux avoir pour les opinions politiques exprimées par le personnage, qui a été assez juste là-dessus. L'OM a le droit de célébrer sa victoire contre le PSG et franchement ça fait plaisir quoi. Un peu de vent frais plutôt que des communiqués de presse bien polichés, des joueurs qui en interview d'après-match vont te dire l'important c'est les 3 points. Laissez-nous nos petites rivalités quoi. Le clubisme ça veut pas dire qu'on efface cela, ça veut dire qu'on reste honnête dans l'évaluation de la performance du club en dépit du fait que ce soit un rival. Ça veut pas dire qu'on doit complètement être lisse de partout. Quand c'est les Sud-Américains on crie au génie, quand c'est l'Olympique de Marseille on crie au folklore et à l'excès. Il y a un problème. Et juste, je vais vous lancer là-dessus, Opti et Younes. Est-ce qu'on peut pas juste être heureux de voir des gens célébrer au Vélodrome la victoire de l'OM à 22h et comprendre aussi dans une certaine mesure que les supporters du PSG aillent célébrer un petit peu aussi le Ballon d'Or de Dembélé qui symbolise toute leur réussite collective. Est-ce qu'il faut pas juste arrêter entre guillemets, de juger ces scènes de bonheur? Peu importe, je comprends le clubisme, la rivalité, etc., il n'y a pas de souci, mais
Au-delà de ça, il y a des victoires de temps en temps, je sais pas, je vous dis une bêtise, de Nantes, du Havre, de certaines équipes qu'on a vu célébrer au Vélodrome ou qu'on a vu célébrer chez eux parce qu'ils avaient battu l'OM, parce qu'ils avaient battu le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut pas juste essayer d'arrêter de dire ils ont pas gagné la Ligue des Champions et laisser un peu tout le monde prendre son petit kiff du week-end, étant donné que généralement, et on en revient aussi à la façon dont les supporters parisiens consomment désormais leur week-end et leurs matchs de semaine, généralement, le principe même du foot, c'est que soit tu prends une ou deux clims par mois, soit tu te fais mal au moins une ou deux fois largement par saison. Moi, sur ce sujet-là, j'ai juste envie de rigoler parce que j'ai revu des images là de 2017 quand Cavani met la clim au Vélodrome avec son fameux coup franc, où les supporters parisiens accueillent les joueurs du PSG à 3 heures du matin à l'aéroport pour un Pour match un peu nul, partout, hein. pour un match nul, alors que ils ont Neymar, Mbappé, et que c'est le post-été le plus dépensier, que ça fait 6 ans à cette époque-là qu'on n'a pas gagné. Genre, c'est-à-dire que faire un match nul à cette époque-là, pour eux, c'est une contre-perf. Mais le simple fait d'avoir défendu une invincibilité, d'avoir prolongé la série de domination sur le rival, ils ont célébré. Et sinon, j'ai une autre anecdote, c'est Bordeaux. Quand Morgan Sanson égalise à la 91e minute chez eux, ils font un clapping parce qu'ils ont prolongé la série d'invincibilité. Donc ça, honnêtement, pour moi, on en revient à ce que disait Marwan en avant-propos sur les éditos et sur les journalistes. Honnêtement, c'est pas des... pour moi, ces mecs qui ont ces positions-là, c'est pas des mecs qui vivent pour un blason. Ils savent pas ce que c'est. Genre, ils parlent de sujets qu'ils peuvent pas qu'ils maîtrisent pas parce que ils savent pas ce que c'est de supporter une équipe. Ils en ont, ils en ont aucune idée. Ils ont aucune idée de ce que c'est d'être un supporter. Donc, qu'on vienne criminaliser ou même se moquer des supporters de l'OM qui célèbrent cette victoire, mais on parle d'une victoire contre Paris. C'est l'essence du football. Et si le football existe, et le foot, là où les pays de foot sont les plus pays de foot, c'est-à-dire l'Argentine, l'Italie, là où les mouvements de supporters sont les plus développés, mais va leur expliquer qu'il ne faut pas célébrer une victoire contre un rival, et ils vont te rigoler au nez. Et pour ce qui est de la célébration des supporters parisiens pour le, pour le Ballon d'Or. Je sais pas, franchement, je l'ai pas vécu. Si un joueur que j'aimais beaucoup de l'OM allait gagner un Ballon d'Or, euh, peut-être que je le célèbre. En fait, je sais pas, je peux pas me mettre à leur place parce que je l'ai pas vécu, donc je me permettrai pas de juger. Mais si je dois évoquer la cérémonie du Ballon d'Or une dernière fois, je tiens juste à rappeler la petite pique de Didier Deschamps, Monsieur Olympique de Marseille, la plus grande légende du club, qui s'est amusé à piquer DJ Snake en lui demandant s'il était au courant du score au Vélodrome. Voilà, je tenais juste à évoquer cette légende de l'Olympique de Marseille et même du football français pour le coup, qui est sur toutes les photos de famille des moments de l'histoire du foot français. Bah, pour le coup, de toute façon, déjà, c'est un chemin très dangereux de devoir commencer à se justifier d'être heureux. Par essence, c'est personnellement ce que je viens chercher dans le football, c'est justement cette émotion que tu ne peux pas contrôler et qui est procurée par des moments, des instants, des actions, des matchs. Euh, un bon exemple à ça, si on doit parler par exemple du Paris Saint-Germain, la scène de liesse entre Thiago Silva et Marquinhos qui célèbre un 6 mètres contre Liverpool, c'est une parfaite illustration de ça. Bien sûr que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître ridicule, mais c'est l'essence de ce sport, c'est que ça procure des émotions qui sont très fortes. Donc ça, pour le coup, encore une fois, je trouve que c'est un débat auquel on donne beaucoup plus d'importance que ce qu'il mérite réellement. On n'a pas à se justifier de célébrer une victoire. Et il y a des matchs qui procurent des émotions comme ça, peu importe le contexte du match, peu importe la rivalité qu'il a pour le coup, en plus c'est particulièrement exacerbé. Mais j'ai en tête par exemple un match qui m'a particulièrement marqué au Vélodrome, c'est un OM Auxerre sous Igor Tudor, où on perd 1-0 et en 2 minutes, tu as Cengiz Under et Alexis Sanchez qui marquent, je crois que c'est 73-75 ou un truc comme ça. Ben, c'est une émotion super forte, un moment que j'oublierai jamais de ma vie. Alors c'est qu'un OM Auxerre pour autant, le match n'a pas plus d'importance que ça. Donc j'ai pas trop envie de donner d'importance à ces débats et à cette police de la bonne humeur sur les réseaux. La police de la bonne humeur. Ça, c'est une belle métaphore. Messieurs, est-ce qu'on s'est tout dit? Bon, on pourra en parler encore pendant des heures hein, de ce match-là. On n'a pas parlé de Rouli, on a très peu parlé de Greenwood, on a
pas évoqué la défense à 3, mais est-ce que globalement on a été plutôt complet? Est-ce qu'on se projette du coup sur ce qui nous attend dans 48 heures maintenant? Et justement, qu'est-ce que cette semaine qu'on vient de vivre va permettre si on extrapole et qu'on va à S+1 par rapport à notre moment d'enregistrement, qu'est-ce que la double confrontation Real-PSG va permettre de faire contre Strasbourg, puis lors de la réception de l'Ajax? Ça sera mardi Alors, soir prochain à 21h. je ne sais pas dans quelle mesure on peut transposer ces deux matchs PSG Real pour la suite des matchs qui nous attendent, donc à savoir Strasbourg et l'Ajax notamment. Mais le sentiment que j'ai, c'est que l'OM a trouvé son costume des grands soirs. Par rapport à la saison dernière, on est promis à beaucoup de grands matchs cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Ligue 1 s'il y a une lutte pour le titre qui s'amorce. Et la capacité que cette équipe a réussi à démontrer dans des moments qui sont vraiment compliqués face à des adversaires plus forts, cette solidarité collective qu'on a vue, je trouve que c'est une graine plantée qui peut donner une très belle plante à la fin d'année, si je dois faire une métaphore encore une fois. Et pour le coup, c'est ma principale conclusion de ces deux matchs-là, c'est que l'OM en ressort grandi. Après, on va rentrer dans dans une autre configuration à partir de vendredi. On va reprendre notre position de favori à l'entame de la rencontre. Et là, on doit avoir du progrès sur le jeu et on doit avoir un OM conquérant et avec beaucoup plus le ballon que ce qu'on a vu cette semaine. Mais même là, c'est fondamental. Et c'est pour ça que moi, je suis pas trop d'accord sur le costume des grands soirs, parce que pour moi, l'enjeu, il n'était pas que là. Pour moi, l'enjeu, il était dans le fait de valider que cette équipe, elle avait le potentiel qu'on lui prêtait. Et ouais, donc ce que je dis, c'est que finalement, l'enchaînement Real PSG, il te permet de comprendre que cette équipe, en fait, elle en a vraiment dans le ventre et que c'était pas uniquement des promesses sur le papier. Parce que des promesses sur le papier, on en a vendu systématiquement sur les années précédentes, parce qu'il y avait des effectifs qui te permettaient de faire mieux. De Zerbi, on en attendait aussi mieux, hein, il faut être honnête, la première saison, elle n'est pas non plus dingue, en tout cas de mon côté. Et là, tu vois que finalement, l'OM est au niveau, entre guillemets, sur un match, sur 90 minutes, des plus grandes équipes européennes. Et finalement, cette crise de confiance de l'OM, elle se manifestait pas uniquement que contre des adversaires qui étaient plus forts, mais aussi contre des adversaires chez qui tu étais attendu. Et à chaque fois, tu allais sur des matchs et t'en perds un nombre vraiment beaucoup trop important l'an passé. Des matchs où tu perds contre des Auxerre, où tu fais match nul contre Reims. Et derrière, tu te dis, mais finalement, est-ce que t'en as autant dans le ventre que ce qu'on te prête? Et là, moi, je trouve que ces deux matchs-là, pour la première fois du cycle avec De Zerbi, tu brises le plafond de verre psychologique que tu avais jusqu'à présent. Et là, tu vas commencer à essayer. Je parlais d'adolescence sur Twitter, que le projet de jeu était à sa forme adolescente. Tu vas progresser, entre guillemets, vers ce que Roberto De Zerbi veut, vers ce que l'Olympique de Marseille doit retrouver en tant qu'ambition. Et ça commence effectivement contre Strasbourg. Et Younes disait quelque chose de très important, c'est que maintenant, il y a des matchs où tu seras attendu. Et c'est là qu'il va falloir montrer que, effectivement, tu as brisé ce plafond de verre et tu es capable d'avoir ce niveau de jeu de façon beaucoup plus régulière et pas uniquement que les grands soirs. Moi, pour le volet LDC, malgré qu'on n'ait pas ramené le point de Madrid, je pense que le contenu du match va te permettre d'aborder l'Ajax sans l'appréhension Ligue des Champions. Parce que t'as déjà joué ton premier match, tu as joué peut-être le plus compliqué, et tu as été au niveau du truc. Donc là, en fait, tu vas pas aborder l'Ajax avec si jamais il devait y avoir deux possibilités d'aborder le match, c'est-à-dire le côté un peu peureux de l'événement, la peur de l'événement et le côté conquérant. Là, honnêtement, je vois pas comment on n'aborde pas le match de l'Ajax en se disant on va les torpiller au Vélodrome. C'est-à-dire que, ok, Ligue des Champions, ok, musique, ok, participation. Non, non. On est allé au Bernabéu il y a 2 semaines, on n'a pas été ridicule. Donc là, contre l'Ajax, la musique, elle nous fait pas peur et l'équipe nous fait pas peur. Donc on n'a aucune raison de pas rentrer en mode conquérant. Et C'est le sentiment que j'ai aussi personnellement, pardon de te couper juste 2 secondes de petit, mais c'est exactement le sentiment que j'ai moi personnellement en tant que supporter. C'est que pour moi, mardi, c'est même pas limite un match de Ligue des Champions, c'est 3 points. Ça représente que 3 points. J'attends de voir l'OM entrer sur le terrain, récupérer 3 points. On vient chercher 3 points mardi. Pardon. Surtout qu'à domicile, là du coup, tu as tapé. Bon, Paris FC, le match était compliqué. Si tu veux, les entrants, ils t'ont sauvé. Il y en a. Ok, 3 points. Lorient, victoire implacable, 3 points. PSG, 3 points. Et ça amène à un autre truc, c'est que on a déjà joué le PSG au Vélodrome, on a gagné.
Alors, ok, tout le monde va venir. Monaco, Lyon, Rennes, Lille, Nice. Mais il y a 2 ans, dans une saison catastrophique, la seule équipe qui t'a empêché d'être invaincu au Vélodrome, c'était le PSG sur un match où il y avait eu des scandales arbitraux. Peut-être des scandales arbitraux. On aurait peut-être attendu moins de 14 ans si les buts si les buts valables étaient accordés. Bref, ça a pris son temps et on a cassé la série, donc on va pas revenir là-dessus. Mais là, il y a une perspective de faire une top saison au Vélodrome, de faire de ce stade-là une citadelle imprenable. Et pour ce qui est de Strasbourg, et même la perspective de vouloir du contenu, j'entends vos avis, mais moi, les matchs contre le PSG et Madrid m'ont rassuré. C'est-à-dire que Strasbourg, c'est un déplacement compliqué, c'est une belle équipe depuis l'année dernière. Je veux juste 3 points. Même si Strasbourg nous casse un peu les pieds, nous secoue un peu, j'aurais pas de problème. Pour moi, on a gagné du temps. C'est-à-dire que pour moi, la série qui arrivait là, j'avais peur qu'elle nous mette. J'avais vraiment peur que le mois de septembre nous fasse plonger dans une vraie crise. Et dès la première semaine de compétition contre les 2 plus gros adversaires, j'ai même plus cette peur-là. C'est-à-dire que là, il reste Strasbourg-Metz avant la trêve et l'Ajax. Si tu gagnes les 3 matchs, honnêtement, quand tu sors de la semaine qu'on vient de vivre, c'est envisageable. Tu seras à 15 en 7 matchs en Ligue 1, c'est plus de 2 points par match. Tu seras à 3 sur 6 en LDC en ayant battu le match que tu dois gagner et en ayant perdu le match dont tu n'attendais rien. Pour moi, il y a moyen qu'à la prochaine trêve, on ait rattrapé le début de saison cauchemardesque. Donc tout ce que j'attends là, c'est des points. Du contenu, j'entends, mais j'ai été plutôt rassuré sur ce point de vue-là. Donc les points, ça me suffira. Et juste avant qu'on passe sur Strasbourg notamment, moi, de ce que je retiens de vos 3 dernières interventions, et je me permets quand même de vous reposer la question pour être sûr, selon vous, après justement en tout cas de ce qu'on a vu cette semaine entière, l'OM se trouve dans une position qu'il n'a plus vraiment connue depuis quasiment 15 ans, c'est-à-dire avec ce sentiment d'obligation d'avoir 3 points quasiment toutes les semaines et d'être favori, même en Ligue des Champions, une Exactement. compétition qu'on n'a pas joué tant que ça finalement depuis 15 ans. Contre Strasbourg à l'extérieur, alors on y reviendra un petit peu plus précisément dans quelques minutes, mais une équipe cohérente, correcte, qui nous réussit pas tant que ça d'ailleurs ces dernières saisons. 3 points. Donc pour vous, l'OM est dans une position que le club n'a jamais connue ou presque depuis 15 ans. Avec un statut qu'il n'a jamais ou presque et des attentes qu'il n'a jamais ou presque connues depuis 15 ans. Qu'il n'a jamais assumé, parce que sur les dernières saisons... Ou qu'il n'a jamais assumé en tout cas depuis 15 ans. Exactement, parce que là, pour le coup, encore une fois, c'est un petit peu un leitmotiv, mais quand tu regardes le niveau d'investissement de l'Olympique de Marseille, l'équipe que tu es capable d'aligner, les progrès dans l'institution, les membres de ton staff, les joueurs que tu vas chercher, bon, y a quand même quelque chose à assumer, et c'est pour ça que, encore une fois, tu dois montrer que derrière le PSG, tu es là. C'est toi le premier prétendant à la couronne de champion de France derrière le PSG et tu dois aller les titiller. Et le contenu doit aller avec les points que tu vas chercher. Donc Strasbourg, c'est une équipe qui galère dernièrement. Mais encore une fois, je trouve qu'ils font pas un début de saison absolument détonnant dans le contenu. Après, bon, vous regardez la Ligue 1 comme moi, on en reparlera. Mais là, c'est l'occasion de dire contre Strasbourg, c'est victoire. Ajax, c'est victoire. Metz, c'est victoire sans trop trembler. Après, si tu trembles un peu contre Strasbourg, ça peut arriver. Mais encore une fois, c'est le moment de dire, nous sommes l'Olympique de Marseille, on a claqué 300, 350, 400 millions sur le mercato, on a une équipe cohérente, un projet qu'on a annoncé comme étant une ambition de retrouver le top 25 européen, ben on vous le montre sur le terrain. Allez, elle doit être à l'ambition. Tout le monde est d'accord avec ça? Ah, complètement, et ça fait écho à ce qu'on disait la semaine dernière. Moi, je disais que mon exigence commencerait lundi matin après le match contre le PSG. Bon, en l'occurrence, ça aurait été mardi matin. Mais là où j'aurais été conciliant sur des résultats ou sur des points perdus dimanche soir, ou lundi soir, pardon, là, je ne le suis plus pour le coup parce qu'on doit entamer notre course au point et ça commence pour moi dès vendredi et sur les 2 prochaines semaines à venir avant la trêve. Au petit idem. Idem. Pour moi, on s'est offert la fenêtre j'aime beaucoup les fenêtres apparemment, pour rattraper le début de saison. Donc, va falloir le concrétiser. C'est très beau d'avoir battu Paris, mais si tu fais un faux pas à Strasbourg, nos amis des éditos parisiens feront rendez-vous pour nous tomber dessus. Donc, moi, j'ai une seule ambition, c'est les mettre tous au garde à vous. C'est-à-dire que la prochaine trêve, je veux que pendant 2 semaines, ils disent: est-ce que c'est le meilleur OM depuis nanana? Est-ce que l'OM peut concurrencer Paris?
Les mêmes mecs qui nous ont craché dessus pour avoir perdu 2-1 au Bernabeu, je veux que dans 2 semaines, ils soient là à nous dire est-ce que, est-ce que l'OM peut prétendre au top 8? Est-ce que l'OM peut prétendre au titre? Patati patata. J'attends que ça. Mais justement, je te laisse la parole. Si on se projette sur le match de vendredi soir, toi, tu y vas avec quel 11? Va venir dans les besoins de l'équipe et des arbitres de réussir à inclure le maximum de joueurs. Donc, la question de la rotation est de réussir à faire performer plus qu'un 11 ou avoir des rotations pertinentes et fréquentes va devenir fondamental pour réussir à faire ce qu'on évoque là avec Marouane et Younes. Mais je crois que j'y vais. On verra peut-être. Je ne serai pas contre reporter ça plus tard. Et je pense que le même 11, où j'aimerais bien voir l'association Gouiri-Obama dans l'axe. Est-ce que ça pousse? Qui ça pousse dehors entre. Angel Gomez, depuis le début de J'aimerais saison, voir qui est Angel titulaire. aussi. Donc, Mais ça, en fait, ça confirmerait qu'il est sur le banc si tu fais ça. Moi, je suis pas contre, hein. Si tu mets Gouiri et Aubameyang devant, O'Reilly et Højbjerg derrière, bah, tu confirmes que Gomez est un remplaçant dans cette équipe, quoi. pour le moment. Mais est-ce qu'à l'inverse, l'OM n'a pas besoin de trouver un 11 type? Et à l'image un petit peu alors, c'est un débat ouvert, a priori Younes est pas d'accord, mais est-ce que l'OM n'a pas besoin de trouver justement un 11 type avec des doublettes ou des triplettes qui fonctionnent, un vrai système un peu à l'image de ce que Paris a mis en place et a mis un peu de temps justement à trouver? Est-ce que l'OM n'a pas tout intérêt à faire ça avec moi, par exemple, j'étais reparti sur le même 11, exactement. Pour, pas tant parce que tout le monde m'a épaté et que je crois que c'est le meilleur 11, etc., mais plutôt dans une idée de Par souci de continuité. schéma. Ouais, pour Et, sécuriser des impondérables. Enfin, pour, et voilà, de concrétiser quelque chose, de marquer quelque chose et de pas se dire, ok, c'est un one-shot, on a fait ça parce que c'était une réponse à un PSG qui avait 4 absents, qui avait telle faille, etc. Non, maintenant, ce système fonctionne, voilà, ces joueurs fonctionnent bien ensemble et d'avoir peut-être aussi des réponses avant la Ligue des Champions et d'arriver en Ligue des Champions peut-être avec un tout autre 11, mais avec des réponses apportées à M match plus 1 après le PSG. Mais Younes, peut-être que toi, tu vois les choses complètement différemment. Ouais, alors j'entends parfaitement l'idée que tu défends et ça s'entend parfaitement par souci de continuité, hein. Je pense que c'est ça que tu Complètement. essaies d'élaborer. Et Moi, ça me ferait chier, personnellement, par exemple, pour Angel Gomez. Tu m'aurais dit, tu te déplaces à Nantes ou tu te déplaces au Havre. J'aurais été, pas moins frileux, mais plus ouvert à entendre l'idée Angel Gomez parce que même si je pense que Strasbourg va avoir moins la possession que ce qu'ils ont depuis le début de saison, parce que 12 sur 15, c'est très bien pour eux, bravo, etc. Mais globalement, les matchs étaient quand même plutôt accessibles quand on regarde leur calendrier. Effectivement, bravo Rosenior, parce qu'on lui a enlevé 15 mecs, on lui en a rajouté 20. Et rien que pour ça, réussir un début de saison, chapeau. Mais au-delà de ça, je pense que ça va être leur premier vrai test. Et moi, pour avoir regardé le match ce week-end contre le PFC, je les ai pas trouvés extrêmement géniaux. Bon, même si c'était à l'extérieur, etc. Ce match-là, s'ils le gagnent pas, pour moi, il n'y a pas scandale. Donc, je me méfie sans me méfier. Je regarde un petit peu l'historique en me disant que à Strasbourg, c'est pas forcément 6 points sur 6 tous les ans, et c'est même rare que ce soit 6 points sur 6 ces dernières années. Mais au-delà de ça, je m'attends aussi à ce que eux soient un peu. Ben justement, je te coupe, après je laisse Younes embrayer. Je me demande si justement avoir de la rotation à ce moment-là, c'est pas aussi empêcher le côté. Tu sais, là, les 11 qui ont gagné, ils ont tapé Paris. Donc tu te dis, si jamais t'en sors un et que tu fais rentrer un autre, lui, il va se dire bon, les mecs à qui je vais prendre la place, ils viennent taper le Paris Saint-Germain. Va falloir, tu vois, un côté renouveau, 109, et un côté mettre des mecs qui ont un truc à prouver, alors que ceux qui viennent de gagner, ceux qui vont être alignés, si tu remets le même 11, ils vont avoir le sentiment d'avoir gagné dans la hiérarchie. Donc je sais pas ce que tu en penses, Younes, je sais pas si. Oui, et Non, juste pour justement, compléter avant de laisser la parole à Younes, effectivement, et après j'arrête, promis, mais non, je vous en prie, allez-y. l'idée de faire démarrer 2 fois consécutivement sur le banc Medina, Gomez et Obama,
Bon, c'est pas forcément des mecs avec des immenses égos à qui on a fait des promesses, etc. Je pense que le groupe vit plutôt bien et que tout le monde est un peu conscient de ce qui est en train de se créer. Et ça, franchement, c'est très cool parce que, encore une fois, quand il y a des arrivées, des départs, c'est jamais évident. Et vu la J1 et le drama derrière, c'était pas non plus évident. Mais effectivement, peut-être que dans ce sens-là, moi, de mon point de vue, je repartirais pour avoir des certitudes et des réponses sur certains trucs. Mais je peux aussi totalement entendre que un Obama, si tu veux jouer plus la profondeur qu'avec Guiri, ça s'entend s'il commence à marquer 5 contre 1, par contre, ça serait intéressant. Et de la même manière, si tu mets Medina ou Gomez dans le cœur du jeu pour le remettre un petit peu dans le système, ça me choque pas particulièrement. Bah, justement, t'embrayes très bien sur le propos que je voulais défendre. Moi, personnellement, je ne crois pas à la logique du 11. Les belles saisons, elles se vivent avec un groupe. Et c'est très important en termes de messages renvoyés pour Roberto De Zerbi, à mon sens, de faire des ajustements pour le match contre Strasbourg. Je rejoins totalement Opti sur le fait qu'effectivement, insuffler un peu de sang frais, ça peut éviter peut-être une décompression que certains pourraient avoir après cette victoire retentissante lundi soir. Mais au-delà de ça, quand je vois la joie d'un Medina après le match sur les images, la façon dont il célèbre avec tout le monde, comme s'il venait de faire 90 minutes, j'ai pas envie que le message renvoyé à ces joueurs-là, pour le coup, il n'y a rien qui justifie que Medina sorte du 11. Il a fait une prestation peut-être en demi-teinte par rapport à d'autres contre le Real, mais sur une confrontation Ligue 1, il a parfaitement son mot à dire. Et je trouve que c'est important pour Roberto De Zerbi d'envoyer le message à son groupe que tout le monde a son rôle à jouer, que tout le monde est important et que surtout, tu fais confiance à tout le monde. Si on prend Angel Gomez, à l'échelle de la Ligue 1, même si c'est Strasbourg en face, même si c'est un déplacement difficile à la Méno, même si ça peut vite se transformer en machine à laver, c'est un match qui est largement à la portée d'Angel Gomez. Maintenant, si on se projette un peu plus sur le match, et peut-être je donnerai mon 11 après, mais concrètement, le Strasbourg qu'on voit cette année, moi personnellement, il ne m'impressionne pas du tout. Tu prends le match du Paris FC, ils n'ont pas la possession contre le Paris FC. J'ai plus en tête les chiffres exacts, mais quand j'avais vu ce week-end, c'était du 60-40 ou 55-45. Donc forcément, on va avoir le ballon. Angel Gomez est un joueur de ballon, par exemple, si on reprend cet exemple. Pour moi, on n'a pas besoin de double pivot Højbjerg-O'Reilly, et je veux voir Angel Gomez dans le double pivot. Je ne sais pas si tu souhaites que j'enchaîne avec mon 11 ou si Marwan peut-être voulait rebondir sur la question avant ça. Mais du coup, moi, dans ma projection de 11, j'avais roulé dans les buts. Wea, Pavard, Balerdi, Aguerd et Medina. Emerson Palmieri a fait une semaine incroyable. Mais pour moi, Emerson Palmieri, je crois que ça va être un peu comme la vaisselle en porcelaine qu'on a tous chez nous et qu'on sort que quand il y a les invités. C'est pour les grands soirs. C'est pour les grands soirs. On n'abîme pas la vaisselle en porcelaine pour un dîner un jeudi midi. Après, dans le double pivot, je donnerai la chance à Gomez et Vermieren ensemble. Et devant Greenwood, Guiri et Nadir. Peshao sur le banc, pas en sanction de son match de lundi soir, mais puisqu'on a vu qu'il avait du mal et qu'il était encore dans sa phase de reprise, je trouve que le jeter dans le grand bain, encore une fois, à la Méno, où c'est un stade où tu peux prendre un petit peu l'eau, j'ai pas envie de le mettre dans ces dispositions-là où il peut sombrer et vite devenir un peu la tête de Turc, pas des supporters, mais qu'on ait un peu une fixette sur cette recrue parce qu'il a quand même un transfert lourd sur le dos. Donc pour le coup, je le ménagerai un peu par rapport à ça et je lui donnerai un peu de repos pour l'aligner peut-être mardi. Mais en tout cas, dans l'animation, je repartirai un peu avec la même chose, avec Web et Medina qui pourront animer les couloirs et donner un peu plus de nombre dans la surface adverse. Mais c'est en ça que je te rejoins. Je pense que c'est plus l'animation pour moi qui a vocation à être la continuité plutôt que le choix des hommes en tant que tel. Je fais l'inverse avec Pachao. J'aime beaucoup ton 11, Younes. Juste pour rebondir sur le point de désaccord, je fais l'inverse avec Pachao qui, pour moi, c'est parce qu'il a besoin de rythme qu'il faut qu'il joue. Il aura une semaine d'entraînement en plus. Et je pense que pour le coup, ça peut lui permettre de reprendre un peu de rythme. Le truc, c'est que derrière, pour moi, ça va être l'interrogation. Est-ce qu'on va repartir avec Balerdi, par exemple, derrière, sachant qu'il faut que Medina joue aussi? Est-ce que Medina va prendre la place d'Emerson ou est-ce qu'Emerson va jouer, sachant qu'Emerson pourrait complètement mériter une place de titulaire? Il y a quand même quelques points d'interrogation, mais globalement, moi j'aime beaucoup le 11 de Younes. Je ne sais pas ce que tu en penses, au petit. Moi, c'est un 11 qui me va très bien. Et on peut peut-être évoquer ça. C'est-à-dire que on sait pas quel 11 mettre et on ne sait pas quel 11 mettre parce qu'on n'est pas bon. Genre, on se dit, on cherche pas un 11 pour trouver des solutions. On cherche un 11 pour gérer. Bon, après, c'est pas notre métier, mais bon, on pense à l'OM tout le temps, donc on le fait. Mais
on pense à un 11 pour gérer, pour continuer à garder les mecs dans le bain. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, peut-être pas à la même époque, l'année dernière, on attendait de voir découvrir un peu les recrues à la même époque, mais il y a un moment de la saison où on cochait les noms des mecs qui étaient bons, et après on se disait, bon, Roberto, Bricole. débrouille-toi pour trouver, pour boucher ce qui reste, quoi. Là, on a joué contre Paris sans une recrue à 20 millions qui est Medina, et honnêtement, moi, quand le mois d'août y passe, et d'ailleurs, c'est ce que dit Deserbi en conférence de presse, il dit, Medina nous a beaucoup manqué. Et la réalité, c'est que un mois après, les deux plus gros matchs du début de saison, non, bon, contre le Real, il joue, mais le Classico, il le met sur le banc, alors qu'il est disponible. Donc, pour moi, ça montre le luxe qu'on a cette année. Et bon courage à Roberto. Et ça va être fondamental de réussir à avoir le plus de monde possible performant. Et ça va passer par une gestion au quotidien, dans les 11. Et aussi on va espérer que Benatia et Longora construisent un groupe de bons mecs, quoi. C'est-à-dire que celui qui joue pas, j'espère qu'il va pas nous casser les pieds. Ils ont justement assez, depuis même un peu plus que ce dernier mercato, hein, depuis un an et demi, mis l'accent justement sur ce côté groupe pour justement parler des départs et on l'imagine, de certaines arrivées. Du coup, pour vous, plutôt optimiste par rapport au déplacement à Strasbourg? Je vois tout le monde dire oui. Complètement de mon côté, parce que sincèrement, on est quand même sur une semaine qu'il faut valider par des résultats et surtout là où peut-être on nous attend le plus, sur des matchs entre guillemets que tu dois gagner sur le papier. Et moi j'attends vraiment que le niveau moyen de l'Olympique de Marseille s'élève parce qu'on a quand même été assez bas par rapport aux attentes ces dernières semaines et depuis le début du cycle de Zerbi. Il y a vraiment un step-up à donner et encore une fois cette deuxième place à assumer et ce deuxième club de France, un statut vraiment à prendre. Strasbourg ne m'impressionne pas particulièrement. Je pense que c'est peut-être le meilleur moment pour les prendre. Parce que quand tu fais 17-18 recrues, certes, tu as peut-être de la qualité qui vient, mais tu as aussi des automatismes à prendre. Et c'est particulièrement difficile quand tu as autant de mecs à jouer. Et concernant la Ligue des Champions, je trouve que Opti a dit un truc très juste plus tôt dans le podcast. C'est que après la semaine qu'on vient de vivre, t'as plus la peur d'aborder la Ligue des Champions. Moi, tout à l'heure, je me faisais la même réflexion avant même d'entendre Opti. Je me disais, mais finalement, après les matchs que tu fais contre le Real et le PSG, tu ne vas pas regarder qui dans les yeux, entre guillemets, dans les ambitions. Le terrain parlera. Mais allez, t'as Liverpool contre lesquels tu vas trembler. Le reste, bon, ce sera des matchs où tu te diras, bon, là, c'est les 3 points que je vise, entre guillemets. Bon, t'as Newcastle, évidemment. Mais tu dis que finalement, sur 90 minutes, l'OM est capable de fournir une prestation où tu peux prendre les 3 points à peu près partout. En tout cas, tu te dis pas que c'est Sheriff Tiraspol contre le Real Madrid, même si c'est déjà arrivé que les premiers gagnent. Et honnêtement, même Liverpool, tu vois, Maron, que tu évoques, c'est en janvier. Si d'ici janvier, t'as pas perdu au Vélodrome, et mieux que ça, tu as tapé tout le monde. Bah oui. Au nom de Liverpool, ils vont rentrer sur le terrain, et toi, tu vas te dire, mais j'ai perdu contre personne. Liverpool, pas Liverpool. Je vais défendre tu vois, en fait, au-delà même de la qualité de football proposé, je pense que tu peux débloquer un truc mentalement et Deserbi a souvent pointé là-dessus. On l'a souvent moqué parce qu'on trouvait que le contenu n'était pas bon. Après, certains évoquaient les joueurs, certains évoquaient le coach. Ça, c'est pas un problème. Mais en soi, avec le recul et plus tard, tu peux pas dire que le côté envie, grinta, le mot qu'il a souvent, les parties du corps qu'il a souvent évoquées, sont décorrélées d'une production sur le terrain, tu vois. Donc là, tu peux débloquer ce truc-là où les mecs vont se donner comme des chiens et Mais les deux sont liés, hein, c'est sûr. les deux sont liés. Donc franchement, continuez de nous régaler et soyez aux attentes, à la hauteur de ce que vous nous avez laissé entrevoir sur la semaine passée. Montrez-nous que c'était représentatif de ce que vous avez dans le ventre. Voilà. C'est ça, exactement. C'est un peu l'idée. Et si on se projette, alors là c'est difficile, hein, on est à quasiment 5-6 jours du match contre l'Ajax. Donc là, on a beaucoup trop de facteurs qui arrivent en ligne de compte et qu'on n'a pas au moment d'enregistrer. Mais on va jouer une équipe qui fait partie de ces grands dominants dans son championnat, qui n'a pas été ridicule contre l'Inter malgré la défaite sur une J1. Une équipe qui doit aussi prendre des points du coup en Ligue des Champions.
malgré tout, toujours optimiste contre ce genre d'équipe qu'on sait toujours un peu chiante à jouer. Alors, plus facile peut-être à jouer à domicile qu'à l'extérieur, mais une équipe qui en met 3-4 à tous ses adversaires, ou presque. Évidemment, là, ils viennent de jouer contre le PSV. Il y a un peu d'adversité, mais c'est pas rare aussi que ce genre d'équipe mette des volets dans son championnat national. Bah, ils sont sur une série de. Enfin, les 6 premiers matchs de championnat cette année, personnellement, je les ai pas vus, je vais pas mentir, mais c'est 3 victoires, 3 nuls dans un championnat à 2 vitesses où tu as un top 3 et le reste. Personnellement, ça me fait pas peur. Et au-delà de l'optimisme, en fait, j'ai pas envie qu'on prenne ça pour un excès de confiance et qu'on pense qu'on voit l'OM plus beau que ce qu'il est. Je pense qu'on est tous assez lucides sur le niveau de notre équipe. Là où, par contre, l'optimisme doit régner, c'est que on rentre sur le terrain pour prendre des 3 points, pour le coup. C'est en phase avec nos objectifs de la saison, c'est en phase avec notre ambition, et pour le coup, c'est un match qui est à notre portée. Donc, si ce n'est pas le cas la semaine prochaine, on sera là pour en parler, et on pointera du doigt ce qui n'a pas été, et on trouvera les bonnes raisons. Mais pour le coup, c'est un match que tu dois gagner absolument tous les jours dans ma vision de la saison. Ouais. Sur l'Ajax, j'ai pas regardé un match de la saison. Ça, on va pas, on va pas s'improviser expert de Redivisie, mais par contre, je maîtrise assez la trajectoire du club depuis 3 ans. C'est un club qui a fait une saison catastrophique avant d'aller chercher Farioli en Eredivisie. Vous savez, la fameuse saison où ils vont chercher Miko Tadze, mais finalement, c'est pas il y a un nouveau directeur sportif qui ne l'a pas, enfin, il y a un directeur sportif qui l'a pas voulu, donc il repart, etc., etc. Donc ils font une saison catastrophique cette saison-là. Ils prennent Farioli l'an passé, où ils jouent le titre jusqu'à la fin, même ils sont leaders quasiment tout le championnat. Ils perdent ça sur la dernière journée. Et Farioli démissionne un peu en catastrophe. Et finalement, là où tu pensais que l'Ajax allait réinvestir pour revenir sur un cercle vertueux après une saison catastrophique, bah, ils doivent reprendre 2-0 cet été pour justement réimpulser quelque chose. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand tu regardes le 11, avant, vous savez, je pense que le grand public, il arrivait toujours à situer 3-4 joueurs de l'Ajax. Là, faut être un aficionado. J'en connais quelques-uns et je pense que c'est pareil pour vous. Mais c'est vrai que le grand public, entre guillemets, il regarde l'Ajax, il dit mais qui sont les 3 quarts des mecs? Je crois qu'il reste. C'est soit des très jeunes, Ouais. soit des joueurs très expérimentés. Mais t'as pas de joueurs dans la pleine possession de leurs moyens, je dirais, de 27, 28, 29 ans. Ce groupe-là, il est complètement polarisé. Mais pour le Exactement. coup, pour aller dans le sens de Marwan, à l'époque, à l'Ajax, tu te dis il y a 3-4 joueurs qui vont peut-être faire la bascule dans un grand club. Là, je crois qu'il n'y en a qu'un. Qui était déjà là quand on les a joués, c'est Kenneth Tyler, qui pourrait déjà être parti pour moi et qui finira par partir dans un grand club. Mais à part lui, j'en vois pas. Je les connais pas assez, mais je vois pas de mecs qui ont une cote ou dont on entend parler, tu vois. À Après, part Kenneth ça peut Tyler. venir. Ça peut venir. Je crois que tu as Guts sur le côté qui est un Belge qui fait un très bon début de Ouais, championnat. lui aussi, c'est vrai. Euh, Après, bon, t'as un peu des routiers, quoi. Derrière, t'as Koika Toura, je crois, qui évolue en Écosse avant, qui est un défenseur honnête, mais qui n'a jamais fait un truc dans une grosse division. Le truc, c'est que voilà, c'est une équipe qui est en reconstruction. Tu regardes le 11, bah, t'as Klaassen, évidemment, qui est là. Le reste, bah, t'as Wijndal, qui à l'époque avait une grosse cote quand il était plus jeune. Maintenant, ça s'est un peu tari, c'est un peu enlisé en Eredivisie. Le reste, bon, moi je vais pas vous faire l'expert, mais bon, voilà, il n'y a pas non plus des cracks, quoi. T'as Casper Dolberg qui était le 9 titulaire contre le PSV en début de saison, qui s'est refait une petite santé à Anderlecht et pour partir à l'Ajax. Voilà, c'est pas non plus hyper fameux, quoi. L'Ajax, c'est pas non plus sur la dynamique de leur vie, quoi. Je dirais même un peu le contraire, quoi. Donc c'est aussi un bon moment Ouais. pour les prendre. Et au-delà de ça, enfin, encore une fois, hein, qu'on se méprenne pas, il ne s'agit pas de dire et de rabaisser un aussi grand club. Mais personnellement, j'ai pas passé la semaine à avoir peur de Mbappé, d'avoir peur de Rodrigo, de Vinicius, d'Hakimi, de Nuno Mendes, de Vitinha, pour là maintenant avoir peur de Casper Dolberg qu'on connaît un petit peu, ou d'autres joueurs de l'Ajax. Donc c'est juste, on a souffert ces Ah, derniers jours, c'était Younes, dur dis-le, on va de les se projeter tarter. sur les matchs de l'OM. Dis-le clairement. Ouais, c'est une bonne transition. Je crois que Max va nous demander les promos. Mouille-toi déjà si t'as la C'est réponse. c'est exactement ça. Je pense qu'il est temps de conclure et je vous sens très optimiste. Donc j'imagine que là, les pronos vont être dithyrambiques. Si on commence par le match de Strasbourg, je ne peux pas repartir de la Méno sans 3 points. Donc j'imagine une victoire peut-être même assez courte, mais un petit 2-1. 3-1 de Ouais, mon moi ça côté. me va. 3-1 de mon côté. Pour moi, tu Je vas dirais, gagner nettement. je dirais 2-0 parce que j'ai envie de croire qu'on va poursuivre cette série de clean sheet qui s'est amorcée en Ligue 1. Allez, je rejoins Younes, j'enlève Allez. le but que Max veut nous faire prendre et je dis 2-0 aussi. Ouais, parce que je sens quand même qu'Emmanuel Emega va venir célébrer devant moi.
Ça, c'est une image qui, à mon avis, je ne pourrais pas y couper. Et concernant l'Ajax, allez, on reste sur on se dit 6 sur 6 et 2-0 pour l'OM contre l'Ajax. 4-0 pour l'OM contre l'Ajax. Waouh. Attendez, je suis avec Optimisterie là dans le podcast, je suis pas avec Pessimisterie. J'ai envie de... J'aurais dit 4-0, mais vu que tu as dit 4 et que t'es plus pessimiste que moi en général, j'ai envie de dire 5. Mais... Allons-y. On bat le record de Zilina OM, du coup, petit. Ah, c'était 7 Zilina, je crois. 7. Zilina, faut en mettre. Hein. Ou 7-0. Ouais. Non, moi je dirais 3-1 pour le coup, mardi soir. Je vous préparerai le petit classement des pronos pour la semaine prochaine. Merci messieurs pour cette heure et demie de débat et de débrief. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain numéro. Alors, entre mercredi soir et jeudi, à chaque fois, entre les insomniaques et ceux qui se lèvent très tôt. Mais au pire du pire, vous les aurez tous les jeudis matins. C'est une question qui nous a été demandée. Merci messieurs. On se donne rendez-vous dans une petite semaine avec, on espère, 2 victoires. On l'espère. Merci Max, merci les gars. Merci à vous. Bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4.